Donc, sur cette deuxième partie de la vidéo, toujours avec Body, on va mettre l'accent, on va passer la prépa au microscope, hein, parce qu'on a fait la prépa. On a fait une prépa scientifique tous les deux. Dans mon cas, il s'agissait d'une prépa parisienne, hein. Et donc, on va examiner, encore une fois, toujours méthodologiquement, l'environnement sociologique, hein. Quels sont les types de personnes, d'où ils viennent, ils sont les enfants de qui, quelles sont leurs aspirations, la difficulté, qu'est-ce qu'on a étudié ou pas, hein. Mais ça, c'est plus facile à trouver sur Internet, on va dire. Encore une fois, on va prendre du recul à la fin pour évaluer est-ce que ça vaut toujours le coup, est-ce que ça vaut pas le coup, est-ce que c'est plus utile qu'avant, mais c'est toujours formateur, etc. Donc voilà. Je commence. Moi, j'ai fait une prépa parisienne qui s'appelle Janson de Sailly. Ça sert à rien de le cacher parce que c'est une usine. Il y a tellement de gens qui passent par là-bas que de toute façon, on est anonyme quelque part. Voilà, donc j'ai fait prépa. J'ai choisi PCSI comme body. Par contre, j'ai fait PSI en deuxième année. Alors Mhm. dans les prépas parisiennes, je sais pas ou certaines prépas, on a un système en fait en deuxième année qui s'appelle étoile versus crasse. Donc en fait, les meilleurs, il y a encore une deuxième sélection dans la prépa avant même le concours, à l'issue de la première année, où les meilleurs vont en étoile, les pires vont en crasse. Dans certaines, il y a même double étoile, hein, parce qu'on fait vraiment, voilà, je crois que c'est à Louis le Grand ou Henri IV peut-être. Et donc moi, j'avais démarré la première année pas mal. J'étais premier tableau, ce qui est pas mal pour une parisienne. Mais j'ai pu un peu la merde en maths et je sais pas, j'ai eu une dépression, un peu dépression. Ouais, on va dire ça, en première année de prépa. Et je finis l'année un peu en fin de tableau. Puis après, je suis allé en psy. Et après, pour revenir après sur la deuxième année, toi, tu peux juste dire, détailler vite fait quelle filière t'as fait et pourquoi, Ouais. peut-être. Après, on fera la Moi, sociologie. comme je l'avais dit, à partir du lycée, j'étais bon en tout et j'étais téléguidé par les profs un peu pour aller en prépa. Au lycée, je me souviens que, alors je voulais faire ingénieur pour pouvoir m'expatrier parce que j'avais Ok. déjà en tête le fait de partir de France et donc ingénieur me semblait le moyen le plus facile. Et au lycée, c'était surtout physique-chimie que j'aimais bien parce que il y avait cet aspect expérimental qui me plaisait beaucoup. Je me suis dirigé vers une prépa PCSI, physique-chimie, sciences de l'ingénieur, en première année. Et en deuxième année, pareil, il y avait le système de la classe étoilée et de la classe non étoilée. Donc, étoilée, c'était vraiment pour ceux qui avaient le mieux performé pendant leur première année, ceux qui étaient au top du classement. Et la seconde moitié de classe, eh bien, elle allait dans l'autre classe et j'en faisais partie. Pourquoi j'en faisais partie? Parce qu'en fait, c'était pas comme au lycée. Au lycée, j'arrivais simplement à tout enregistrer, à tout mémoriser, en allant en cours, en posant des questions pendant le cours au prof, en m'appropriant le cours sur place, et pas en travaillant à la maison. La prépa, c'était différent. Là, il fallait vraiment faire des efforts, beaucoup plus d'efforts même à la maison que pendant les cours. En fait, j'avais trop, je pense, l'habitude qu'on me prenne par la main pour les devoirs maison. Mais de toute façon, je ne faisais pratiquement jamais mes devoirs au lycée. J'en avais pas besoin, même pour les préparations de contrôle. Donc, en fait, j'ai accumulé du retard. Les premiers DS, tout le monde avait raté à peu près. Les premiers, donc DS et devoirs surveillés en prépa, tout le monde les avait ratés. Et moi, j'ai pas su rattraper le retard. Et puis, il y a eu une aversion aussi sur les sciences que j'ai eu pendant la prépa. Comme je l'ai dit, j'aimais les sciences au lycée parce qu'elles étaient expérimentales, c'était plus de la vulgarisation. Et là, ça semblait un peu trop abstrait. Il y avait les formules à apprendre. C'était pratiquement tout le temps du par cœur. Il fallait apprendre les lemmes, les théorèmes. Pour les mathématiques, pour la physique et la chimie, c'était les démonstrations, pareil en maths d'ailleurs, pour ensuite les réciter pendant l'école. Finalement, j'étais dans le bas du tableau en première année et je me suis dirigé donc en deuxième année sur une PC, physique-chimie. Et j'ai cubé. Cubé, ça veut dire faire une 5 demi, ça veut dire faire une troisième année de prépa. Donc on redouble la deuxième année pour espérer avoir un meilleur classement lors des concours, pour espérer obtenir l'école qu'on vise. Et on reviendra sur les concours un peu plus tard, je pense. Et voilà. Donc moi, une des raisons pour lesquelles j'ai un peu décroché la première année, c'est effectivement, premièrement, effectivement, ouais, ça arrive à beaucoup de gens en prépa. Oui, t'es pas spécial parce que beaucoup de gens étaient premiers de leur classe, ils arrivent et en fait ils sont pas les Oui. premiers et ils commencent à avoir des notes sévères parce que t'as des notes des 8, des 6. Malheureusement, quand t'es habitué dans ta vie à avoir des notes et à fonctionner à la carotte avec les notes, ça fait mal. Mais moi, c'était plutôt correct, à part en maths, en analyse, j'ai vraiment eu du mal. Et l'algèbre est arrivé assez tardivement, et là, j'ai eu des bonnes notes. Mais ouais, effectivement, ça m'avait déprimé. Plus le fait, j'aimais pas le système de prépa où, effectivement, fallait faire, c'était très dans la continuité du lycée, beaucoup d'heures, se lever tôt le matin, dans le froid Mmh. parisien.
Faire autant d'heures que ça et tu dois suivre le prof. Alors que moi j'ai un cerveau, j'aime bien suivre enfin, le fil de ma pensée et pas suivre tant d'heures de cours, puis tant d'heures de cours, puis tant d'heures de cours. Puis c'est assez mécanique. Donc en fait, il faut penser un peu comme un ingénieur quelque part. Et moi j'étais plus en mode rêveur. Et du coup, ouais, j'ai décroché un peu. Mais l'autre Hmm. raison, c'est aussi, et donc fin d'année, j'ai fini en fin de tableau. Et l'autre raison, c'est effectivement l'environnement sociologique. C'est donc si on découpe un peu ça, la prépa, surtout dans les parisiennes, c'est beaucoup de fils de profs ou beaucoup de gens dont leurs parents même ont fait prépa. Donc c'est un système aussi de reproduction sociale. Même s'il y a de la méritocratie, bah, naturellement, quand on fait partie des classes éduquées, on veut que ces enfants soient éduqués aussi. Et on va mettre le moyen. Les Français en sont conscients. Hmm. Enfin, il y en a qui sont teubés. Il y a toujours des bourgeois qui ont gagné un peu d'argent de classe basse, mais les fils de profs, des gens qui eux-mêmes sont éduqués, ils veulent que leurs enfants soient éduqués. Et ils les préparent à la prépa. Eux, ils sont déjà préparés en arrivant en prépa. On va y venir. Des gens qui font ça. Et donc, c'est un substrat social. C'est bourgeoisie de province. Fils de prof, fils d'ingénieur, donc des gens qui ont déjà beaucoup plus d'argent que moi, des gens qui viennent de province, moi je viens de banlieue, Île-de-France, donc francilienne, donc Hmm. rien à voir. Et le lycée par contre, enfin, en fait c'est un énorme lycée Janson, il y a une partie lycée où c'est des bourgeois parisiens, et la prépa c'était effectivement plus bourgeoisie provinciale. Donc même dans les bourgeois c'est totalement différent, parce que bourgeoisie parisienne c'était beaucoup de feuges séfarades, mélangé avec des Italiens ou je sais pas quoi, ou des Français parisiens, mais avec des têtes à claques, tu vois, c'est un peu la dégaine. Comment il s'appelle l'acteur là, Larry Habitant, tu vois là, avec, tu vois, Harry lui, Habitant. Larry il habite dedans, la poutre de Bethléem. Bref, la même tête, mais tu sais avec des Canada Goose. Mhm. Ou tu sais, il y avait la veste à la con avec des trucs, tu sais, une petite veste de parachute avec le truc jaune, c'était à la mode aussi. T'as envie- Ça me dit rien. il y a un truc ici de parachute en fait. C'est des vestes de parachutistes. C'était à la mode. De toute façon, c'est toujours comme ça. C'est toujours la bourgeoisie qui larpe les classes travaillantes et sachantes, enfin qui font des trucs, Hmm. parce que visiblement elles ne font rien apparaître des classes, surtout le séfarade parisien, mais les bourgeois parisiens qui sont des classes parasitaires. Donc le C'est mec, t'as l'histoire envie de de la mode. l'attraper. Voilà, t'as envie. Donc il faut compenser en disant, regardez, et donc t'as envie de l'attirer par le truc jaune et lui mettre une grosse claque dans la gueule, tu vois, avec ça. Tu sais, ils ont des tignasses un peu super stylées, tu vois, parce qu'ils vont chez les coiffeurs. Mhm. Ils ont des. C'est aussi le marqueur de richesse d'ailleurs, la tignasse. Tu vois mes cheveux. Hein, Bah justement, voilà. ouais. Donc, Non, hein. en parlant d'habits, c'est des classes bourgeoises qui, en fait, c'est toute l'histoire de la mode. Elles ont pris les vêtements des ouvriers, des travailleurs et aussi des militaires pour en faire des habits de mode. Je pense notamment aux jeans, à la saharienne, à plein d'habits militaires, le béret même, le béret, Le qui jean, est c'est typiquement plus les parisien. chercheurs Bah, en d'or. fait, Mais oui. comment? Le jean, c'est plus les chercheurs d'or dans le Yukon, non? Oui, c'est les chercheurs d'or parce que et surtout de pétrole dans le Texas parce que c'était Les en cowboys aussi. textile qui était inifugé, qui ne prenait pas feu. Ouais. Et puis le pétrole prenait feu. Ouais. Et aussi, il s'abîmait moins par rapport aux autres pantalons, aux autres Oui, textiles. oui, c'était le truc de ouais, par excellence, ouais. Ouais, ouais. Et pareil, bah, béret, comme je vous l'ai dit, c'était plus les matelots. Il y a beaucoup de vêtements. En fait, toute l'histoire de la mode, c'est vraiment copié sur des vêtements utilitaristes dans l'armée et dans les lieux de travail pour en faire des accessoires de mode. Mais ce Il y qui a est intéressant, aussi, juste qu'il faut préciser, ouais, c'est que c'est les parasites qui sont le plus friands. Genre, c'est toujours plus toi, ça. ta fonction sociale est inutile, plus tu vas mettre, vouloir porter ce genre de vêtements Mhm. pour essayer d'emprunter un peu du Du sémantique, du mérite. symbole de force de travail à ces gens-là, tu vois. Mais en C'est même temps, ils les maîtrisent. Parce que le bien sûr. bourgeois séfarade parisien ou pseudo-italien de Janson, évidemment qu'il en a rien à battre euh, du cow-boy ou du mec qui travaille dans une mine. Par contre, il a envie d'emprunter cette symbolique de force de travail et de Mhm. réel, tu vois. C'est-à-dire, c'est un aveu inconscient que eux-mêmes sont inutiles, tu vois ce que je veux dire? C'est un Oui, moment bien conscient sûr. que les valeurs sous-jacentes, ils n'ont rien comme valeurs sous-jacentes, ce sont des bourgeois, donc il ne faut que de bouger du Ils capital produisent d'un point A rien. à un point Ils sont B. juste. Ouais, c'est ça. Ils produisent rien. Ils sont juste au-dessus. Ils spéculent et ils prennent en fait. Bah, ils vampirisent les classes dominées. Et il y a aussi ça c'est un peu pour faire une analogie, mais il y a aussi au niveau du cinéma actuel et même de la production musicale actuelle, c'est une grosse romantisation des classes bourgeoises pour les classes les plus désœuvrées. On romantise la pauvreté, on romantise la Kassovitz, galère. le salopard. Comment? Kassovitz, Courtrajmé. Exactement, exactement. À part ça, on Ouais. revient à la prépa. Dans la prépa, c'était des projets des provinces avec des mecs, des noms inconnus au bataillon pour moi, type Tancred, Enguerrand, Héloïse, encore Héloïse, tu l'as entendu, mais c'est des trucs que tu lis dans des bouquins, tu vois, à la base sur le Moyen Âge.
à Bellard et Louise. Et puis donc il y avait des cathos. Une fois, ils m'avaient invité d'ailleurs à l'aumônerie. Donc j'avais jamais fait ça. J'ai eu un repas gratuit et tout, ou pas cher en tout cas. Et c'était des fils de profs, des gens beaucoup plus industrieux et travailleurs que les gens du lycée qui sont en général des bourgeois parasitaires qui ont pas envie de bosser, qui vont faire des prépas post-bac, qui vont faire des écoles de photographie privées, des écoles de psychologie, des trucs de business international où au final c'est juste du networking pour au final revenir dans l'entreprise de papa. C'est vraiment une classe parasitaire, voilà, totalement dégueulasse et bourgeoisie. Mais ça va, dans la prépa, les gens ils sont pas foncièrement méchants, je trouve, par le fait qu'ils ont quelqu'un qui a envie de travailler, qui bosse et qui a envie de travail va foncièrement être moins dégueulasse ontologiquement qu'un parasite économique. Mais du coup, c'est quand même difficile. Moi, j'ai fait en jogos, j'avais une certaine manière de parler peut-être qui me restait du 93. Et donc effectivement, il y avait un énorme décalage. Et puis dans la classe, ensuite, au-delà de ce noyau de gens qui, on va dire, classe moyenne supérieure éduquée provinciale française, tu vas avoir des blédards. Donc on a eu, moi les blédards, j'en connaissais peu parce qu'ils sont pas tant que ça en banlieue. C'est des blédards de luxe entre guillemets qui avaient étudié dans des lycées français, pas tous, hein, il y en a qui avaient étudié dans des lycées marocains ou tunisiens, peu d'Algériens. C'est une bonne question d'ailleurs pourquoi les Algériens, les élites algériennes ne les envoient pas dans les prépas françaises. Peut-être que ils ont déjà de l'argent, ils ont rien à foutre. Peut-être qu'il n'y a pas de volonté de travailler. Peut-être que c'est une mauvaise relation avec la France. Mais les Marocains et ensuite les Tunisiens envoient beaucoup de gens. Et donc il y avait un Tunisien dans ma classe qui était un roux et qui avait tout le temps des 18 en maths et qui détruisait les Français, mais il était nul partout. Il était juste totalement éclaté sur tout le reste parce que voilà, les blédards misent comme les Indiens sur deux ou trois matières. Et donc j'ai rencontré ces gens-là aussi pour la première fois. Mais du coup, ce choc culturel et sociologique, ça fait que effectivement j'ai eu du mal à m'adapter pendant la première année, à me situer un peu par rapport à ces gens-là. Et de banlieusards vraiment dans ma classe, il y en avait peut-être zéro, je pense. Il y avait zéro. Non, je pense qu'il y en avait zéro. Il y avait d'autres classes où il y en avait un peu plus, mais c'était disséminé. Il y en avait peut-être, il y en avait genre quelques-uns par classe, tu vois. Et moi, dans ma classe, il y en avait pas. Ils avaient tous pris MP, je crois, les rebeux. Mais j'étais dans une asso qui s'appelait la Cordée de la Réussite, où il y avait, ça groupait les mecs de banlieue, de ZEP. Et évidemment, c'était quasi tous des Arabes ou des Maghrébins. Et mais pas que, il y avait aussi quelques Français et on avait des aides un peu, genre on avait un tuteur, moi ça me servait à rien, un polytechnicien qui faisait son service civique, et surtout on avait des bouquins gratuits, tu sais, les Duno, qui sont super épais et qui coûtent cher, mais qui sont géniaux. Et c'est grâce à ça que je m'en sortis, j'y Ouais. reviendrai après, je reviendrai dessus. Mais du coup, dans ce groupe-là, je me suis fait des amitiés quand même. J'avais une amie qui s'appelait Amira, qui très bosseuse et tout, et qui est maintenant chercheur aux États-Unis. Donc j'ai rencontré des gens avec qui je suis en contact encore aujourd'hui et qui sont cool. Mhm. Mais surtout, j'ai eu la chance d'être dans un internat parce que j'étais en ZEP encore une fois. Et quand tu pousses un peu et que tu bosses, on te donne quand même beaucoup d'avantages en France. Donc j'ai l'internat quasi gratuit, plus la bourse au mérite. Et j'étais dans un internat qui c'était un internat, il y avait majoritairement des filles, parce que c'est un ancien internat de filles, et ils ont introduit des mecs, ça s'appelait le foyer des lycéennes. Donc il y avait 50 mecs pour 600 filles. Et tu pourrais mettre ça dans le titre de la vidéo. Il fait 50 prépa, mecs il est pour dans 600 filles. les loups dans la bergerie, American Pie, sauf que c'est pas ce qui s'est passé, évidemment. Il y avait juste des meufs partout, mais tu devais quand même bosser et ça juste à te déconcentrer tout le temps. Et évidemment de Mhm. prépa littéraire parce que évidemment scientifique il n'y en a pas beaucoup, mais en En Cannes, il y BCP en a c'était beaucoup. biologie, Cagne, éco, et donc il y avait sociologiquement c'était voilà, il y avait des femmes de tous les côtés, des bourgeoises, des blédards, des Français, donc c'est quand même intéressant sociologiquement, ça te sort de ta bulle quoi. Et toutes ces choses-là qui vont t'imprégner, bah, un mec qui serait resté en banlieue, il n'aurait pas eu ça quoi. Et un mec qui serait allé à la fac, qui lui n'aurait pas eu l'internat, qui aurait pas eu à passer 8 heures par jour avec les mêmes personnes, il serait pas imprégné autant parce qu'il n'est pas forcé de rester avec les gens, malheureusement. Donc moi voilà, j'ai eu cette première année qui est quand même où j'ai chié un peu dans la colle sur le niveau performance, mais j'ai rencontré beaucoup de gens. Au niveau Pas de la juste pour sociologie de ma confirmer, classe. voilà, c'est ça. Ouais. Au niveau de la sociologie de ma classe, moi, je suis tombé avec, donc j'ai été en prépa de province et je suis tombé avec les bourgeois de province et les classes moyennes comme moi de province. Il me semble pas qu'il y avait des gens de classe un peu inférieure. Il y avait aussi deux Marocains ou un Marocain et un Tunisien, je me souviens plus. Et eux, ils étaient très bons. Ils avaient bien performé la première année, mais la deuxième année, ils étaient plus là. Et il y a eu une chute vers la fin de la première année parce qu'ils n'arrivaient plus à tenir le rythme. Eux, dans leur lycée, ils voient déjà la première année de prépa en terminale, donc ils ont un léger avantage par rapport à nous, mais après cet avantage se résorbe. Moi, et pareil, moi, finalement, ma première année, j'ai pas du tout performé. C'est pour ça que je suis pas allé dans une classe étoilée, je suis allé dans l'autre classe, avec l'autre moitié de la classe, parce que j'avais pris des retards dès le premier contrôle, et comme tu l'as dit,
au lycée, vu que c'était beaucoup plus simple que la prépa. On pense être spécial, on pense qu'on va forcément réussir sans fournir d'efforts, parce qu'on ne sait pas vraiment trop ce que c'est l'effort quand on est au lycée. Alors que la prépa, dès les premiers jours, dès les premières semaines, on prend déjà un premier choc. Et là, il y en avait beaucoup qui avaient abandonné. Enfin, beaucoup. Il y en avait quand même 5 qui avaient abandonné les 3 premiers mois parce qu'ils tenaient pas le coup au niveau psychologique de se dire, en fait, je suis pas une exception, je suis vraiment banal. Je suis même pas bon du tout. Ouais, c'était un peu un coup dur en fait de se dire, mais en fait, je suis nul quoi. Il faut bosser. Alors que là, j'ai déjà pris du retard sur les premiers DS, sur les premiers devoirs. Il y avait une difficulté qui était un peu plus haute, donc il y avait une marche beaucoup plus haute par rapport au lycée, parce que les cours s'enchaînaient très vite. Il y avait plus de 40 heures par semaine, 40 heures plus les 2-3 heures de colle qu'on avait toutes les semaines. Ça rajoutait un peu de la difficulté et c'était dur de s'adapter au début. C'est pour ça que je suis rapidement tombé dans une dépression aussi. Ça y est, il faut en parler d'ailleurs. Beaucoup de gens, il y a énormément de gens dont c'est le cas en prépa, mais c'est pas diagnostiqué parce qu'on me dit c'est normal en prépa d'être comme ça et tout, et au final on te dit c'est juste Et tu performes pas. Mais en fait, c'est très courant, je pense. C'est juste c'est très que les con. gens essayent de pousser. Mais je pense que c'est pas plus mal aussi de se forcer quand même, et plutôt que la mentalité 21e siècle en mode oh, je suis en dépression, je vais poster sur internet et je vais dire et je vais me self-care. Enfin, faut trouver un équilibre, mais c'est vrai que ça arrive de manière courante. C'est très courant. Surtout qu'on n'est pas préparé psychologiquement à ce que ce soit aussi compliqué parce que personne, enfin en tout cas pour moi, personne ne m'avait dit comment était la prépa, quel était le rythme de la prépa et que ça allait être compliqué. Et rapidement, il y a eu cette usure psychologique qui est venue et c'est venu chez beaucoup d'élèves. Même ceux qui étaient premiers, parce qu'en plus il y a la vislardise des profs et des élèves entre eux. Il y a des profs qui, même à des élèves qui étaient en étoile, qui étaient parmi les premiers en étoile, même les premiers en étoile, les profs les rabaissaient en leur disant mais toi, jamais tu vas aller à l'ENS, mais t'as pas le niveau, quoi. T'es ridicule. C'est une prépa top 50, toi, t'es rien, t'es personne. Parce que eux sortaient de l'ENS, donc ils se sentaient un peu légitimes à dire ça, à rabaisser les élèves. Et ça, c'était dès les premiers mois, il y avait vraiment les profs rabaissaient et même essayaient de détruire psychologiquement certains élèves qui jugeaient trop faibles pour tenir le coup. Ils faisaient tout pour qu'ils abandonnent, parce qu'en fait, ça permet à la classe préparatoire d'avoir un meilleur classement sur l'année en cours. Parce que les classes préparatoires sont notées selon quelles écoles ont été intégrées par les élèves. Alors, moi, avec les profs, ça s'est plutôt mal passé. Surtout en première année, il y avait déjà un prof, le prof de physique, il m'aimait pas trop, mais en fait, bon, il aimait pas trop la moitié de la classe, quoi. Et il s'amusait à clasher, même sur les bulletins scolaires, même sur les feuilles de contrôle. Il nous laissait toujours un commentaire très cinglant. Moi, il m'avait mis fumiste ou un truc comme ça. La première colle que j'ai eue, la première colle de ma vie, c'était en physique. C'était une prof de physique. J'y suis allé. Je m'attendais pas à ce qu'on me demande par cœur de réciter toute la démonstration qui était dans le cours, sachant qu'il y avait 3-4 démonstrations différentes et qu'il fallait les apprendre par cœur pour cette prépa, pour cette colle. Donc, je suis resté comme beaucoup avec un tableau blanc. Je savais pas quoi répondre parce que de toute façon, je savais plus, j'avais oublié, j'avais pas appris par cœur. Et la prof m'a dit, ok, mais t'es venu ici pourquoi? Je comprends pas. C'est pas mieux, tu quittes la prépa, tu dégages en fait, et tu vas faire le tour du monde, tu trouves un truc à faire parce que là, tu sers à rien concrètement. Alors ça, dès la première semaine, on vous dit ça. On vous dit en pleine gueule, c'est des profs, hein. On vous dit en pleine gueule, ils sont même pas là pour vous soutenir, ils sont là pour vous dégager. Ils vous disent en pleine gueule, qu'est-ce que tu branles, enfin, tu fais rien ici, va voir ailleurs, fais le tour du monde. Il y avait aussi une prof de maths, elle, carrément, elle m'avait dans le collimateur. Alors, on faisait des TD par groupe. Donc, on avançait sur les exercices de mathématiques avec plusieurs groupes dispatchés dans la classe. Et elle faisait des tours pour aider à décoincer sur des exercices, parce que les exercices, ils se faisaient à plusieurs. Et, arrivé à notre groupe, la prof vient et nous dit ce groupe, je trouve qu'il avance pas assez bien. Et j'ai l'impression qu'en fait, il va falloir couper le groupe en deux, sachant qu'on est 4. Dans nos têtes, on s'est dit pourquoi elle veut nous couper en deux fois deux. Et là, elle continue. Je crois qu'il faut se débarrasser de Body parce que lui, il pose vraiment problème en fait. C'est lui qui retarde tout le groupe, alors que c'était pas du tout le cas. Et même les autres élèves avaient dit non. Elle a fini par revenir encore une fois. Bon, écoutez, là, le groupe, il avance pas du tout. Vous coupez le groupe en deux. Je veux que Body, il fasse le groupe tout seul. Il sert à rien. Il faut le dégager. Donc, il n'y a pas eu de solidarité. On m'a dégagé. On m'a mis sur une table tout seul. C'est là un peu, j'ai failli craquer. J'ai failli pleurer, hein. Il y en a qui pleuraient dans ma prépa. Parce qu'en plus, ce qui est vicieux, c'est que c'était des exercices à faire à plusieurs. Et moi, malheureusement, je pouvais pas le faire tout seul. Je me suis retrouvé un peu tout seul, à pas avancer, à pas faire de TD. Avec les années,
Moi, actuellement, si j'étais à nouveau propulsé dans cette configuration, je me serais barré carrément. Ça n'aurait rien de mieux à faire. Je me serais barré du cours. Et puis voilà, elle a refait le coup quelques semaines plus tard avec d'autres élèves. Et au final, on était en groupe de deux, trois élèves. Et c'était beaucoup plus sympa parce qu'elle ne venait même plus pour nous aider. Donc on se foutait de sa gueule. Ouais, non, ouais, moi j'ai eu plus de chance, j'ai pas eu de profs vraiment vicelard, je trouve. En tout cas, sur les Même profs entre élèves. principaux. Ouais, mais moi je m'en bats les couilles des autres élèves. Enfin, je veux dire, Ok. je les cala pas. Enfin, je faisais mon truc solo et j'aimais toujours bosser solo. Après, il y avait un groupe de colle. Et je crois que j'ai arrêté d'aller au colle à un moment donné. Mais j'avais un groupe, c'était sympa, ouais. J'avais, ouais, deux personnes, une fille et un garçon qui étaient pas méchants. Ils étaient beaucoup mieux que moi. Ils étaient dans le premier tableau. Enfin, ouais, moi j'ai décroché et eux ils sont restés dans le premier tableau. Donc ils sont allés en Mhm. étoile, je pense. Et moi, j'étais juste, ouais, ça me faisait chier l'école. Je sais pas pourquoi, j'avais pas le temps de faire l'école en plus d'absorber. Le truc avec la prépa, c'est qu'en fait, si t'as un cerveau qui bloque trop sur certains trucs, c'est mauvais aussi parce qu'en fait, tu dois processer plein de trucs. Il faut avoir un cerveau en mode ingénieur un peu good enough, tu vois, genre juste comprendre. C'est des techniques, tu vois. Enfin, si tu le fais en mode j'arrête de réfléchir trop et je fais que des techniques. Et du coup, et ces gens-là, les meufs, elles faisaient que des fiches, tac, tac, tel exo, c'était le truc. Et moi, je suis en mode Ouais. autiste, en mode, je suis en mode j'ai besoin de comprendre tout le truc. Et après, ça se débloque. Et après, j'ai d'un coup des bonnes notes. Mais en fait, tant que j'ai pas compris le cœur du truc, j'ai pas envie de passer aux exos. Et il y a beaucoup de gens qui sont en mode, comment dire, bachoter des exos, tu vois. Et la colle, c'est beaucoup aussi bachoter des trucs. Et moi, j'aime pas bachoter. D'ailleurs, il y avait deux types de concours. Il y a Polytechnique, mais Polytechnique et Tural ENS, c'est pas tant que ça du bachotage. En fait, je peux bachoter plein d'exos, ça va pas avancer tant que ça. Ça va être plus de la compréhension. Il n'y a aucune démonstration. Non, oui, mais sur l'ENS, Contrairement aux autres concours. c'est de la, voilà, c'est de la compréhension. Mine, c'est un peu plus de compréhension que centrale. D'ailleurs, moi, les mines en maths, il y avait 15 questions. Et Ouais. j'ai eu 16. Et Et à centrale, à chaque fois, Centrale, il y en a c'est que 5. 45 questions et c'est toujours d'intégrale de ça, par machin, telle technique, telle technique. Et les bachoteurs, ils adorent centrale. Et moi, j'aimais pas ça, j'ai même pas fait le cours. Ça m'intéresse pas. Je fais que mine et j'ai eu des bonnes notes. Mais, euh, mais ouais, du coup, moi, j'avais du mal avec ça. Et les profs, ils étaient pas méchants. J'ai eu une prof de physique qui avait une voix super perçante, mais elle était sympa. Elle avait même écrit des bouquins. En vrai, un prof de physique en Mhm. deuxième année, mais en général, les plus importants, c'est maths physique de toute façon. C'est-à-dire que les autres, on s'en bat les couilles un peu quand même s'ils soient méchants ou pas. Et donc, si t'as maths physique, ils sont super sympas. Maths, il était super sympa. Deuxième année, maths, elle était juste attardée, donc on pouvait rien faire. Enfin, elle avait vraiment un problème de développement physique, et genre, elle avait pas marché. Genre, je sais pas, elle avait un visage Ouais. bizarre. Je sais pas, elle pouvait pas enseigner, mais on pouvait pas la dégager parce que, tu sais, ils ont un statut un peu spécial, les profs de prépa. Malheureusement, il y a toujours des profs un peu planqués et on peut pas les dégager quand ils sont là depuis longtemps. J'ai eu ça aussi en école d'ingénieur. Et la prof de physique deuxième année, lui, était super cool. C'était un mec qui aimait bien troller et il disait crasse, mais parce que psy crasse. Mais à la fin, on avait tous des bonnes notes. Et il a dit vous êtes clean. Il a dit psy clean. Je vous renomme. Et ce mec-là, ouais, on s'entendait, il m'aimait bien, je pense. Mhm. Mais après, évidemment, ça dépend de tes notes. Moi, j'étais pas mauvais en physique. Après, voilà, c'est un exercice psychologique, la prépa aussi. Je pense, c'est de mettre des pressions sur les gens. C'est un peu comme l'armée. Mhm. Tu disais l'armée, bah, tu vois, c'est un truc pareil pour là. Mettons, Oui, on te c'est chie ça. dessus, rabaissement et tout, bizutage. D'ailleurs, il y a du bizutage. Légèrement pas autant qu'en école d'ingénieur, mais il y en a. Donc, il y a ce côté un peu d'exercice psychologique. Et j'ai pas de problème avec ça. Le problème, par contre, c'est qu'effectivement, c'est inégal parce que quand toi, t'as pas été préparé à la prépa, donc toi, tu t'en prends bien plus dans la gueule. Enfin, t'es beaucoup plus choqué quand tu te prends les trucs dans la gueule qu'un mec qui a été préparé à la prépa. Ou un mec, par exemple, qui était d'un mec dans ma classe, il y en a qui étaient à Louis-le-Grand, ou des prépas comme ça, ou Stanislas, ou des lycées plutôt comme ça. Ils étaient pas assez bons pour aller Louis-le-Grand, mais ils étaient assez bons pour aller à Janson. Et du coup, vu qu'ils se faisaient, ils étaient avec des mecs ultra excellents, ils avaient déjà vu le programme, ils étaient déjà habitués à se faire rabaisser, parce que dans les terminales de ces lycées-là, ça a été quasi la prépa. Donc toi, t'arrives avec des mecs comme ça, c'est compliqué. Donc vous n'êtes pas à armes égales, Mhm. malheureusement. Donc voilà, c'est le problème. Mais j'ai pas forcément de problème à ce qu'ils vont un peu brutal avec les gens. Honnêtement, je m'en fous. Après, les trucs entre les élèves, moi, je les calculais pas, donc je sais pas ce qu'ils disent. Je veux dire, je faisais mes cours, je rentrais à l'internat, je bossais. Enfin, quand je voulais, des fois, je bossais pas. Je regardais, je crois, que j'avais rematé Naruto 2 fois, genre tout, pendant cette année-là, Ouais. au lieu de bosser. Je sais plus ce que j'avais maté aussi. Et la deuxième année, du coup, moi, j'ai réalisé en fait, à chaque fois que j'ai arrêté d'aller en cours, et je me dis, je suis à l'internat, je voulais pas rentrer dans 93. J'ai commencé à lire le Duno, parce que l'asso nous prêtait un Duno physique. Et du coup, je commence à lire le Duno, et là, je me dis, bon, tiens, je vais aller au contrôle, parce que j'ai l'impression que j'ai compris là. Bizarrement, quand je vais pas en cours, je vais aller au contrôle et je suis top 10. Et après, du coup, je retourne en classe, puis ça me déprime, puis j'ai des mauvaises notes. Après, je retourne chez moi et j'ai des bonnes notes. Et je me dis, mais en fait, Mhm. il faut juste que je fasse tout chez moi avec le Duno. Et je me dis, je vais juste prendre des livres. Je vole les livres, enfin, je les vole, je les prends à l'assaut parce que c'était pour nous. Et j'ai fait mon truc en candidat libre, entre guillemets, en deuxième année. Et là, ça fonctionnait beaucoup mieux pour moi parce que j'étais à mon rythme. Juste tout simplement parce que je comprends pas un concept.
bah, je peux Ouais. passer 3-4 heures dessus et ça va, et tu le débloques et en fait, ça ouvre tout. Mais t'es en classe, le mec, il passe sur un concept rapidement et il enchaîne. Mais moi, j'ai envie de revenir là-dessus, tu vois. Mais tu veux pas. Mais du coup, ils te disent, oui, tu peux le faire, mais à 22 heures quand t'as fini les cours et t'as fait bah non, je suis fatigué. Hmm. Genre, c'est pas Ouais. possible. Ça aussi que les élèves et même certains profs ont du mal à comprendre en prépa, parce que la prépa finalement c'est vraiment c'est battle royale quoi. On s'en fout, il faut une capacité d'adaptation et si tu t'adaptes pas, bah, t'es en déchet, tu dois dégager de la prépa et tu dois faire autre chose de ta vie. Et sachant qu'en plus, il y a un peu une pression parce que on sort du lycée, on sait pas trop encore ce qu'on peut faire. On pense que la prépa c'est toute notre vie et si on rate la prépa, on va pas avoir l'accès aux écoles d'ingénieurs et on pourra pas être ingénieur, ce qui est complètement faux. Et ça, on l'apprend que plus tard. Ouais. Ouais, parce il y a aussi une grosse fatigue de faire 40 heures par semaine. Les profs nous demandent toujours de travailler en plus parce que déjà, tous les samedis, il y a le contrôle, voire 2 contrôles le même jour le samedi. C'est des contrôles de 4 heures, hein, 4 à 6 heures. Et il y a une usure qui se fait parce que, et en plus, il faut préparer l'école, il y a une usure qui se fait et on n'a pas forcément le temps en revenant à 18 heures, 19 heures de la prépa. Soit on est dans un internat et là ça peut aller, soit on a du trajet pour revenir chez soi, c'était mon cas. Et une fois chez moi, bah, j'avais plus du tout, j'étais trop fatigué, j'étais trop claqué de ma journée pour faire quoi que ce soit. Déjà parce que c'était chiant de faire 8 heures de cours par jour, plus on est constamment sous pression pour avoir la bonne note, pour essayer de performer, parce que sinon on rate son année, on rate son intégration d'école. Il y a aussi une compétition entre élèves, il y a aussi les profs qui rajoutent de la pression par-dessus, etc., etc. Et on est rapidement usé. Et quand on est chez soi, ben, on a juste envie de se relaxer, on n'a pas envie de bosser. Il y en a qui arrivent à bosser parce que ils arrivent à s'adapter, mais moi c'était pas mon cas. Et ouais, chez moi, bah, je me souviens, c'était dur. Hein. J'étais vraiment, j'étais mort quand je revenais chez moi. Bah pareil, je m'étais maté des séries et des Gundam. Et sinon, je me souviens aussi, j'écoutais en permanence, dès que je rentrais chez moi, j'écoutais en permanence de la musique parce que c'était le seul truc qui me faisait, qui m'apaisait un minimum parce que sinon c'était l'enfer. Voilà. Mais il y a le J'avais un truc peu quand vécu même. l'enfer en prépa, c'était vraiment Ouais. une période sombre de ma vie. Juste pour rajouter un Euh, truc pour être synthétique, c'est que, effectivement le fait d'être à l'internat, si vous pouvez le faire, c'est toujours mieux. ouais. Parce que quand tu restes chez toi, il y a le trajet. Déjà, en plus, c'est long. En plus, si tu rajoutes 1 heure de trajet derrière, ça use de ouf. Et Mm. l'internat, au moins, moi, j'étais forcé de rester à l'internat avec d'autres gens qui bossaient dans des salles. Et donc, du coup, ça mettait dans Et une oui, dynamique de taf. Et donc, je trouve que l'internat, c'est une grosse différence. Si c'est possible de l'avoir, c'est franchement mieux. Effectivement, c'est pas égalité. Et après, je suis sorti avec une meuf et son père, il était polytechnicien en fin d'année. J'ai rencontré. Et elle a fait étoile. Et en fait, son père, il venait, super sympa d'ailleurs, mais il venait et il faisait il aidait à faire des exos. Enfin, je dis pas il a fait tous des exos ou quoi que ce soit, mais mm. bon, mon père, il est des années-lumière de ça quand même. Donc, Oui, euh, pareil, mes parents m'aidaient pas, mais en fait, quand tu rentres chez toi tous les soirs et pas tous les week-ends, ça casse la dynamique et oui, contrairement à quelqu'un qui est en internat, tu vas pas forcément te mettre à travailler, tu vas plutôt essayer de plus penser aux cours et ouais. de faire autre chose, d'essayer de t'échapper. En internat, là, c'est différent. Il peut y avoir une bonne entente entre élèves et ça peut pousser un peu, ça peut te motiver à balancer encore 2-3 heures de travail. Mais ouais, chez soi, c'est plus compliqué, quoi. Donc, ce qui est bien, c'est de faire une prépa avec internat, si possible. Ça donne un peu plus de chances de réussir. Et Voilà. même, je le voyais, en fait, ceux qui ont mieux réussi leur prépa dans ma prépa, c'était ceux qui étaient en internat. Moi, je pense que l'internat, ça fait une différence parce que, ouais, si j'étais chez moi, enfin, j'ai fait le candidat libre, mais en restant en internat. Et donc, j'étais dans un cadre où d'autres gens travaillaient autour. Après, sur la fin, je suis allé chez mon oncle, à la campagne. Mais, oui, ça fait l'environnement, c'est super important pour Hmm. compenser. Après, l'avantage, ça compense un peu parce qu'il donnait l'avantage aux gens de ZEP pour l'internat, par exemple. Effectivement, si t'es dans l'entre-deux où t'as des parents pas super riches ou qui sont pas forcément des polytechniciens, mais t'es pas non plus ZEP, et que du coup t'as pas forcément la bourse, ou si t'as pas les moyens de prendre un appartement proche de la prépa, t'es dans la position un peu pourrie. Genre, soit t'es suffisamment Hmm. pauvre pour avoir l'internat, et du coup, bah, t'es bien placé, soit t'es suffisamment riche pour avoir un appartement, mais à côté, sinon, complicado. Ouais. Ou alors que, au moins une coloc, ou une chambre de bonne, il y en a qui avaient des chambres de bonne, mais éclatées, hein. Mais il y en a qui avaient de l'argent, mais vu que c'est Paris, tout le monde voulait être à Paris, ils vivaient dans des chambres de bonne dégueulasses avec les toilettes sur le palier, même des meufs bourgeoises.
Moi, je vivais mieux qu'elle, parce que j'étais dans l'internat à Ranelagh, hein, dans le 16e, à côté des... Tu sais, il y avait des pavillons, non, c'était en Paris, mais il y avait des pavillons. Mais, enfin, Ouais, je c'est vivais bien. mieux. Ouais, j'estimais que je trouve que j'étais pas trop mal, tu vois. Mais il y avait aussi des gens dans l'internat qui étaient aisés, hein. Donc c'était pas tout le monde. Mais je trouve que c'était quand même sympa. Mais malheureusement, effectivement, tout le monde peut pas en profiter. Et comme tu disais, il n'y a pas besoin forcément de passer par prépa. En deuxième année, j'ai découvert, il y a beaucoup de gens qui sont passés par ATS. Et oui, les ATS en Et fac. ça, c'est le plus grand hold-up, ça. Ouais. Bah, surtout que moi, je me souviens, j'avais des potes au lycée, ils étaient vraiment mauvais parce que j'étais le premier et eux, ils étaient vraiment en milieu, fin de classe. Ils étaient vraiment dans le ventre mou de ma classe de terminale et eux, en passant par la fac ou par l'UT, ils ont réussi à choper les passerelles pour atteindre INSA Lyon, INSA Toulouse, une grande mine et d'autres comme les INP. Ouais. Après, je pense qu'il Et y en a de plus en ouais, plus ils qui ont sont pas réalisé passés ça par depuis. l'enfer de la prépa. C'est Ils peut-être ont moins totalement facile évité, aujourd'hui, ils ont quand même. esquivé. J'ai l'impression que tout le monde l'a réalisé, ce truc-là. Hmm. Donc, je dis pas, non, peut-être c'est équivalent à la prépa, mais j'ai l'impression que c'était vraiment vrai à l'époque. Peut-être que c'est un peu moins vrai aujourd'hui, parce que je l'entends tout le temps. Donc, je pense que les gens l'ont réalisé que la prépa, c'est une douille. Donc, ça a été peut-être arbitré l'opportunité, parce que du coup, ils ont des places, mais moins. Mais ça fonctionnait parce qu'il y a beaucoup de moins de gens qui le faisaient. Mais du coup, si Hmm. tout le monde commence à faire ATS pour viser les peu de places, tu vois, vu que l'information communique bien aujourd'hui, je mettrais une nuance pour dire que, en tout cas, moi, c'était quand je vais prépa il y a 7 ans. Donc, peut-être qu'effectivement, ça a changé. Faudrait faire les chiffres, quoi. Faudrait calculer les chiffres et voir un peu le ratio. Encore une fois, combien de places pour combien de gens, le taux de succès, avoir des feedbacks. Et qu'est-ce que je voulais ajouter dessus pour finir? Ouais, non, c'est à peu près tout, je crois. En fait, j'ai rien ajouté de. Je crois que j'ai rien ajouté. Ah non, ATS. Ah oui, il y a aussi d'autres parcours aussi qui sont pas forcément même hors Oui. dehors de la prépa. Donc j'avais une pote, Amira, qui était en première année avec moi. Elle avait du mal, mais elle était bosseuse. Et la prépa, Mhm. c'était pas forcément pour elle, je pense. Et du coup, elle est partie. Il y a un truc qui s'était lancé à l'époque, c'était Paris-Saclay. Ça faisait pas longtemps que ça existait, mais dans Paris-Saclay. Donc, la stratégie, c'était tu sais, le système d'école d'ingénieur en France ne fonctionne pas bien international parce qu'en fait, c'est des petites écoles qui n'ont pas vraiment un format universitaire, qui ont des labos un peu petits. Et du coup, ça n'a pas de représentation à l'international où c'est le système américain ou chinois avec des grosses universités, avec beaucoup de publications, le classement de Mhm. Shanghai, etc. Donc, ils ont créé justement ce regroupement qui est à la fois une université, mais en même temps qui est un regroupement d'écoles d'ingénieurs aussi qui Et s'appelle de labo. Paris-Saclay, et de labo surtout. Donc comme ça pouvait dire le chercheur, ok, il a Polytechnique, mais c'est publié sous Paris-Saclay. Comme ça agrège Mhm. un peu. Les Français ont enfin réalisé hein, que voilà leur système, voilà, faut suivre les Américains. Je dis pas qu'il est les meilleurs au système américain, c'est juste que voilà, au bout d'un moment, les gens jugent sur ça, les étudiants internationaux jugent sur ces classements-là, et surtout de la visibilité. Au bout d'un moment, c'est ridicule d'avoir 20 écoles, alors que voilà, une grosse école, ça donne plus. Et je pense qu'ils sont significativement montés grâce à ça avec Paris-Saclay. Elle a fait ça, et donc elle Et c'est, a, hein, excuse-moi de te couper, mais c'est surtout parce qu'en fait, les écoles américaines, elles ont l'école, le pôle recherche et donc tous les laboratoires, ils ont toute la recherche intégrée dans l'école. Alors qu'en France, et en plus, il y a l'université qui est en fait l'école. Alors qu'en France, tu as l'université à part, l'école à part, les labos à part, non, ça c'est faux. tout est à part. Non, ça c'est faux. Moi, dans mon école mine, il y avait un labo. En général, les plus gros labos, moi j'étais à Oui, Toulouse, oui, tu veux dire les gros c'est comme labos, ça. CERN et tout, oui, c'est vrai que c'est séparé. Et Ouais. c'est pour ça qu'en fait, en France, tout est dispatché un peu de partout. On fait plusieurs unités pour tout, alors que les Américains et les Chinois ont tout regroupé en une seule Un université, campus, ouais. en un seul campus, et c'est comme ça qu'ils chopent toutes les meilleures places. Et la France s'est faite baiser sur le classement à cause de ça, justement. Et là, ils commencent un peu à le réaliser, mais bon. Là, ils ont bien pivoté quand même. Mais ouais, du coup, effectivement, non, il y avait des labos aux mines, enfin, tous les mines centrales, il y a toujours des labos, mais effectivement, ils gagneraient plus à grouper avec à grouper tout simplement et à faire des plus gros labos. C'est vrai qu'on les connaît pas, ils sont pas anonymes, c'est pas comme CNRS, etc. Où Hum. effectivement c'est au niveau national. Et ça c'est beaucoup. Voilà, c'est aussi parce qu'il y a un système national et un système d'écoles d'ingénieurs. Ouais. Et aussi parce que les écoles d'ingénieurs c'est pas fait vraiment pour faire de la recherche. C'est aussi un Pas système du qui tout, est fait même. pour faire des classes. C'est une usine pour fabriquer des cadres pour les grands groupes Hum. industriels français. Sauf que là, c'est en crise identitaire parce que les grands groupes industriels français, ça ne vend aucun rêve aujourd'hui. Les En salaires faillite, sont surtout. stagnants. Ils sont au niveau de l'informatique, ils sont bancals. La France a Hum. produit peu de licornes informatiques. Il y a une constellation de start-up, ça se développe un peu, mais les salaires. Il y a des scale-up, ok, il y a quelques trucs à 80K et tout, mais globalement, ça pue la merde par rapport aux US ou l'Angleterre ou l'Allemagne même. Et du coup, ça a changé un peu, mais en tout cas encore moins il y a 7 ans.
voilà, ce qu'on me disait, c'est tu fais voilà, ta grande école, le système a été produit pour ça et il est pas flexible. Et donc du coup les chercheurs au final, ma pote typiquement, elle a fait Paris-Saclay et elle a fini chercheur. Et moi j'ai Hmm. pas fait chercheur. Enfin mon école d'ingénieur m'a pas préparé à faire chercheur. Son parcours l'a beaucoup plus préparé à faire chercheur, donc elle a fait une thèse en France ensuite. Et là, Mhm. elle est en Californie, elle fait son post-doc. Parce qu'aux États-Unis, au final, c'est plus facile d'arriver en ayant un doctorat qu'en en ayant une école d'ingénieur française. Encore un scam d'ailleurs, Et oui, le scam français. Mais en fait, c'est pas leur intérêt que tu ailles aux États-Unis aussi. Donc, ouais. leur but, c'est que tu ailles faire l'esclave chez des groupes de boîtes du CAC 40, l'idée par des grandes familles françaises ou juives françaises, ou voilà, enfin l'élite française, quoi. Et toi, tu vas faire ton 40K plus bonus, avec N plus X boomer manager au-dessus de toi, avec des femmes qui savent pas Avec les tisser places une qui sont ligne de déjà code. prises. Comment? Avec les places au-dessus qui Oui, sont ces déjà prises, places-là, qui sont déjà j'entends bouquées. que ce que je veux dire, c'est que ces places-là sont déjà prises, bien entendu, parce que ce système-là, on est en fin de cycle, hein, il y a eu 60 ans d'ingénieurs. Et On oui, produit des ingénieurs tous les ans, mais il faut que faut qu'il y ait un renouvellement, parce que sinon, ça fait que tasser à la base. Donc là, moi, il n'y j'ai a pas des de nouvelle potes. boîte. Voilà, donc l'alternative ensuite, c'est quoi? C'était ce qui s'est développé, c'est le consulting, hein. C'était donc faire des espèces de cadres polyvalents qui comprennent les choses un peu vite, qui ont un peu de prestige vis-à-vis des clients, donc tu peux les vendre cher, hein, c'est du bétail que tu peux vendre cher, qui et ça attractif parce que du coup effectivement on te dit, on t'enferme pas encore une fois, on te dit non mais tu vas pas faire l'ingénieur avec sa planche de travail qui décide parce que plus personne n'a envie de faire ça parce qu'effectivement même les classes moyennes bourgeoises aisées, ils veulent être tous dans du management, dans la Mhm. manipulation de l'information ou des flux financiers. Voilà, parce qu'on ne fabrique plus rien en France. Encore aux États-Unis, on le fait encore, en Chine, on le fait encore, mais en France, c'est totalement fini. Donc du coup, il y a une espèce de crise d'identité du système prépa, et donc les gens, maintenant, ils font quoi? Conseil ou banque? Voilà, c'était les trucs que tu peux aspirer, hein. Tu fais Polytechnique, tu peux faire les trucs de finance. Si tu fais pas les top mine Paris, etc., tu peux faire conseil à la rigueur, management, transition digitale, etc. Et si tu es dans les classes, les écoles bottom, tu vas faire bureau d'études ingénieurs, les sous-cabinets, on va dire prolétariat, ce que j'appelle le prolétariat digital, hein, donc SS2I. Pourquoi je dis prolétariat digital, hein, parce que c'est l'informatique, mais il n'y a aucun prestige et ni d'argent. Et ou SS2I ou bureau d'études environnement, bureau d'études voiture. Et ou alors tu vas dans les industries françaises, quoi. Voilà. Mais aucun profil d'élite fait ça, sauf s'il va à Renault dans des boîtes là, il va être parachuté directement au management ou à la stratégie ou au niveau C-level exécutif. C'est Mais ça. bon, ces gens-là peuvent, en général, préfèrent passer par le conseil d'abord, parce qu'effectivement, ça va leur donner des missions stratégiques avec Renault, avec machin, avec toutes les boîtes. Et après, ils vont apprendre beaucoup plus comme ça, en ayant glané un peu dans toutes les boîtes, en comparant un peu, ah, la stratégie de cette boîte, elle est comme ça, et après, en général, on te file un rôle dans une des boîtes bien payées. Mais ces gens-là préfèrent passer par le conseil parce que tu vas tu fais beaucoup d'heures comme en prépa, t'es mieux payé. Donc ça permet de shunter la pyramide entre guillemets. Donc la pyramide où tu serais allé, je sais pas moi, dans un Dassault, dans un Thales, où tu aurais mis beaucoup d'années à apprendre parce que tout simplement, même si tu es dans Thales, tu es dans ta petite position, tu vas faire ton taf, ça va être répétitif. Tous les jobs sont répétitifs au bout de 6 mois, un an, et au bout d'un an, tu vas faire la même chose et tu vas pas évoluer. Tout simplement de par la nature du job et du fait de la structure pyramidale et du fait que tu es à la base et qu'il n'y a plus d'évolution, parce qu'il n'y a plus de place, parce que les boomers ne crèvent pas assez, malheureusement. Le Covid était là pour les arracher, mais il n'a pas fait le travail, on n'a pas laissé faire le travail. Et donc, du coup, tu fais du conseil et tu vas glaner. Et comme je disais, il y a une hiérarchie de conseil, hein, stratégie, management, SS2I. Ouais, après, bah, moi, ce que j'ai eu, du coup, en deuxième année, effectivement, j'ai fait en candidat libre. Donc, j'ai révisé avec des bouquins Duno, hein, donc Duno, excellent pour la physique. Pour les Mhm. maths, c'était pas Duno. Duno, c'est que la physique. Enfin, pour les maths, je sais plus ce que j'avais. Et du coup, j'ai resté à l'internat, j'ai fait les trucs tout seul. En plus, ça se passait mieux. J'avais rencontré une meuf. Parce que j'étais un peu déprimé en première année, parce que j'étais séparé, évidemment, d'une beurette, qui était instable mentalement et qui m'avait rendu la vie impossible. Donc déjà, j'ai séparé au tout début de la prépa. Enfin, juste avant la prépa. Enfin, je m'étais séparé. C'était mis, après on s'est plus parlé. Je veux même pas dire le mot séparé, mais tu sais, il y a des meufs en 3 semaines, elles peuvent déjà te rendre la vie impossible. C'est le Mhm. super pouvoir des Algériennes. Et après ça, je me suis dit plus jamais d'Algérienne. Et du coup, j'avais première année, donc juste pour faire les meufs, parce qu'on l'avait peut-être pas fait, mais évidemment, c'est compliqué en prépa, de par la nature. Mais moi, j'étais dans le foyer des lycéennes, donc j'avais accès à tout un tas de meufs quand même. Mais bon, t'es quand même en mode prépa et j'étais un peu déprimé. Il y avait plusieurs types de meufs. Il y avait les bourgeoises françaises, mais bon, moins intéressant. Il y avait des beurettes un peu françaises, tu vois, puisque les femmes françaises, les beurettes ont plus accès, enfin, sont sorties dans les études supérieures que les arabes. Donc au final, si t'es un arabe ou t'es un maghrébin, mais que tu es en prépa et que t'es de banlieue, tu vas être peut-être la seule option pour elle, en fait.
Mais en général, celles-là, bah, oui, il y en a qui peuvent être disponibles, mais il y en a peu. Il y en avait une qui était très jolie, mais je me suis mis avec elle plus tard en fait après le foyer, parce que du coup Mhm. j'avais rencontré une autre meuf. Et il y avait aussi les marocaines. Mais bon, l'écart de sociologique parce qu'elles ont blindé et parce qu'elles méprisent un peu les arabes en France. Les marocaines du bled, je veux dire les bourgeoises, qui elles sont ouais, voilà, qui sont quand même assez aisées et qui sont assez méprisantes et classistes, parce que dans le Maroc, encore plus que l'Algérie, c'est un pays avec extrêmement d'inégalités. Il y a encore l'aristocratie, et Ah oui, il y a le système monarchique, il y a beaucoup plus, enfin, c'est ancré en tout cas, les rapports de dominants et de et c'est dominés. racial, hein. Et c'est racial Parce que aussi, bizarrement, parce les gens qui que, sont en prépa, évidemment, dans le ils sont sud, clairs. et oui, dans le sud, ils ont été beaucoup plus mélangés avec les Mauritaniens, enfin, les descendants d'esclaves, ou les Sahraouis. Et Sahraoui, hein. en Algérie, bon, il y a la junte, mais c'est à peu près égalitaire parce que tout le monde est à peu près au même niveau Tout le monde est pauvre. de richesse. Et c'est pauvre, Le ouais. communisme. Non, mais oui, c'est vrai que l'Algérie, c'est moins pauvre que les plus pauvres du Maroc, mais il y a moins d'inégalités, c'est vrai, en coefficient de Gini, et tout simplement plus faible, ce qui est la variance économique à la Ouais. distribution des richesses, Après, est c'est plus juste ceux faible de en la Algérie. junte qui s'en mettent plein les poches parce que Voilà. Après, au système Maroc, corrompu, si tu quoi. fais du business, je pense qu'il y a plus d'opportunités parce que, effectivement, tu as ce côté un peu libéral, capitaliste. C'est pour ça qu'ils sont alliés C'est avec ça. les US. Je pense que voilà, si nous deux on est au Maroc, enfin, en Algérie, il y a juste zéro opportunité, même si ça change un petit peu. Mais tu Ça crèves aura pas trop de autant belles de faim. fiches à payer. Voilà. Mais du coup, moi, je m'en fous des Maroc Algérie. Au niveau des meufs, moi, du coup, j'ai rencontré cette meuf-là, qui était les Asiatiques. Là, j'ai commencé à réaliser que les Asiatiques étaient pas mal. C'était une Eurasienne, moitié française, moitié chinoise, avec le papa polytechnicien. On n'avait pas la même mindset parce qu'elle venait de province, je crois que c'était vers Dijon. Donc déjà, à Dijon, il n'y a rien à faire là-bas, on s'emmerde. Enfin, soyons honnêtes, il y a une boîte qui s'appelle le Chat Noir. Il y a toujours une boîte qui s'appelle le Chat Noir. On va savoir pourquoi. Elle aimait bien le rock. Moi, j'en ai rien à battre du rock. Enfin, vite fait, j'avais peut-être une phase en prépa, mais ça s'est calmé rapidement, tu vois. Et Mhm. parce que je me cherchais mon style aussi, tu vois. Donc je commençais à rencontrer les gens, je me dis, je peux plus porter des joggings. Et j'ai commencé à mettre. J'ai découvert Asos. J'avais un peu d'excédent d'argent avec la bourse. Mais ça tient le coup de le penser quand même au terme d'amitié des meufs, mais les meufs plus importantes, parce que les gens vont dire, ne comptez pas trop sur les meufs quand même pendant la prépa. En général, les gens arrivent en couple, le couple tient quand même. Après, il y a des couples qui sautent, mais Pas forcément, hein. le couple saute plus en école d'ingénieur, moi j'ai l'impression. Après, il y a des gens qui sortent, mais moi je suis sorti zéro, mes potes sortaient pas tant que ça. Voilà, bon, c'est plus en école d'ingénieur, mais voilà. Mais moi, j'ai rencontré effectivement en fin d'année, parce que après, je suis dans un internat de meufs. Et du coup, deuxième année, je me suis mis en candidat libre. Je m'en sortais beaucoup mieux. J'avais ma meuf. J'étais content, ça se passait beaucoup mieux. Ouais. Et donc au final, j'avais tout pour moi entre guillemets. J'ai performé au concours des mines. J'avais fait, je sais pas, 600e, 650 grande mine. Par contre, ce que j'avais oublié, c'est que il y avait les oraux. Enfin, j'ai oublié. J'ai pas eu le temps de monter mon énergie dessus et j'avais séché toute l'école de l'année. Sauf que les exercices qu'ils font aux oraux, en fait, c'est pas du tout les mêmes que l'écrit et que ce que j'avais révisé. Et du coup, vu que j'avais pas fait l'école, en fait, j'aurais dû trouver un bouquin de colle avec le recul peut-être, mais j'avais pas trouvé le bon bouquin. Et juste, ils m'ont mis des exos que je pouvais pas faire, tu vois. Alors qu'il y avait des mecs, c'est automatique, j'ai l'impression que c'était bachotage pur, et je m'étais chié aux euros. Et donc, du coup, j'étais passé de potentiellement pas avoir, je dirais pas les ponts, mais peut-être l'NSAE, qui était mon objectif, qui est à côté de Polytechnique, sur le Ouais. campus, à Vinci, je me dis, ah bon, bah tant pis, j'aurais mis Nancy, et mis Nancy, je l'ai pas eu à une place. Je sais pas pourquoi je voulais à Nancy, parce que tu sais, ils ont un triple campus Artem où t'avais un G, architecture et biologie, je sais plus. Enfin, il y avait un truc où il Ouais, y c'est avait pour les des, meufs, quoi. voilà. Non, mais c'est pas que le même, c'est que déjà, c'est dans le centre-ville. Effectivement, ça vend plus de rêves que d'être dans un campus. La Télécom Bretagne, où c'est informatique geek puant à Brest, Ouais, c'est mort. sous la pluie battante, comme dit Mhm. Orelsan. Et à côté, on dit Nancy, art. Voilà, déjà, ça vend plus de rêves. Mais moi, j'étais en mode la mauvaise mentalité parce que déjà, je pensais aux meufs. Alors qu'en vrai, l'informatique, c'était le bon move parce que j'avais déjà l'expérience dans l'informatique et j'aurais dû double down là-dessus. Ne serait-ce que, même si j'aurais pas rencontré de meuf pendant 2 ans, c'est pas grave, ça m'aurait permis de bouger beaucoup plus rapidement. Il y avait Télécom Sud Paris aussi, je l'avais refusé parce que je dis geek boutonneux, informatique et tout. Et finalement, j'ai atterri Mine Atlantique. Voilà. Donc j'ai fait, mais à l'époque, ça s'appelait pas comme ça. Mais depuis, ils ont fusionné, ils ont grossi, donc quelque part, ça m'a fait gagner en prestige, même si j'en ai rien à foutre parce que je vis plus en France. Ouais. Et du coup, j'ai atterri là-bas. On va dire entre guillemets en plan C, parce qu'en fait, quand t'as eu les grandes mines, t'as pas besoin de passer les euros pour les petites mines. À l'époque, c'était petites mines. Et donc du coup, on m'a dit, bah si tu veux, tu peux prendre une école sans passer d'euros, et on peut te filer une place soit pour Télécom Bretagne, soit pour mine Nantes. Et je me suis dit, bon, Nantes, pourquoi pas, parce que il y a énergie, énergie, ça fait un peu plus cool que informatique. Aucun critère pour choisir, quoi. Je veux dire, c'est vraiment pur à la gueule de la brochure, et est-ce que ça a fait boutonner ou pas. Ce qui n'est pas du tout une bonne raison de choisir des filières, en fait. Mais bon, parce qu'après, j'ai réalisé a posteriori qu'énergie, ça pue totalement la merde. C'est des filières encore plus cancérisées par des boomers.
avec Mhm. aucune mobilité, des bureaux d'études de merde, des salaires de merde, que ce soit dans le nucléaire, l'environnement, quoique l'environnement, il y a des grifters. Mais vas-y, pardon. Ouais, non, bah, le problème c'est ça, c'est que la prépa en France, elle ne prévoit que des carrières d'ingénieurs qui restent en France, qui vont pas s'exporter à l'étranger. Ça nous prépare juste à avoir le mindset et aussi de correspondre à ce que les entreprises françaises, à ce que l'industrie française veut aux ingénieurs qu'ils veulent. Et malheureusement, bah, comme tu l'as dit, énergie, enfin, aéronautique, toutes les grosses industries qui restent encore en France, système pyramidal, les places en haut sont déjà prises, toi tu vas être juste, tu vas stagner sans doute toute ta carrière, sauf si tu es exceptionnellement bon, mais encore, je pense qu'il va falloir plus que tu viennes du conseil ou que tu aies une expérience à l'étranger et que tu reviennes pour vraiment te distinguer des autres, parce que la marée d'ingénieurs en France, elle est beaucoup trop énorme. Et d'ailleurs, ça, c'est un scam, parce qu'on nous dit, dès l'école d'ingénieur ou même au lycée, les profs nous disent il y a une pénurie d'ingénieurs en France, il faut absolument que vous fassiez ingénieur, vous allez trouver du taf à gogo. C'est pas forcément vrai, non, parce qu'en fait, ils sont en pénurie d'ingénieurs avec 10 ans, 15 ans d'expérience. Sauf que, Oui, et ça, c'est un justement, il y a énorme beaucoup scam. trop de juniors en fait en France et ça Oui. marche pas. Mais c'est C'est volontaire. plus que bouché. La pénurie Comment? d'ingénieurs, il y a tout un discours pour encourager les gens à faire prépa. D'ailleurs, je me souviens quand on démarrait prépa, on vous disait l'argument qui était martelé, mais les gens qui font ça, ils devraient aller en enfer. Hein. Enfin, c'est Oui, obligé, oui. c'est un sémite qui a fait ça, qui a fait cette propagande. Je veux dire, c'est pas possible. C'est un Libanais. Il disait tout le temps, ah mais regardez prépa, il y a plus de places que de candidats. C'est Il te ça. disait, faites prépa, regardez. Vous êtes obligé d'avoir une école. Oui, mais quelle école? Mais quelle école, en fils de pute, va? Quelle école? Si c'est pour avoir l'école du bois, et encore l'école du bois, je chie sur les... À chaque fois, avec mes potes, on disait, on trollait, on disait, tu vas finir à l'école du bois. Il y a littéralement l'école du bois, d'ailleurs, elle est à Nantes. Alors qu'en Oui, vrai, il y l'école a du bois, c'est peut-être Bilal aussi. stylé. En vrai, l'école du bois, non, mais le pire truc, c'est les écoles généralistes, mais pourries. Tu vois, genre vraiment où t'es dans une spécialisation pourrie, où t'es même pas dans un truc, et en plus, t'as pas de prestige. Encore, t'es dans une école un peu de second rang, mais c'est genre mais vraiment précise, dans une niche précise, avec un savoir-faire, pourquoi pas. Donc, désolé, les gars de l'école du bois, je rigole, mais quelle école, fils de pute, tu vois? Enfin, j'imagine même pas les mecs. Déjà, je connais des mecs qui ont fait mon école, qui est quand même là classée, je sais plus, elle doit être dans le top 10 peut-être, qui sont chez Alten en Bon, ouais. dépression Ouais, à Paris. Je me demande le mec qui a réussi les classements E3A, CCP. Enfin, toi, t'as eu quoi, ouais. pardon, du coup. On va en venir, mais j'ai trop qu'à dire. Ouais, par rapport aux écoles, ce que je conseillerais, si vous regardez cette vidéo et vous êtes encore lycéen, vous vous interrogez, ne faites pas prépa. Si vous voulez vraiment être ingénieur, je pense qu'il faut plutôt s'orienter soit sur une prépa intégrée à une école qui est déjà, vous avez pratiquement toutes les chances d'avoir cette école, ou dans une école d'ingénieurs qui ne demande pas de faire prépa. Vous serez reçu directement à l'école. Si ça vous empêche déjà d'aller en prépa, et en plus, ça va être moins chiant, concrètement. Il y a aussi, là où je voulais revenir, c'est au niveau des écoles dans les villes, parce que en France, et même, c'est pas qu'en France, en fait, c'est de partout dans le monde, ingénieur, c'est un truc de puant. Il faut que vous le reteniez, ça. Je m'explique. C'est à l'extérieur des villes qu'on évacue les ingénieurs. C'est Oui, rare qu'on ait des écoles dans les villes, dans les centres-villes. C'est en général dans les petites, même des villages, des villes, des moyennes ou vraiment vides, parce qu'il n'y a pas d'université. Donc en fait, toutes les jeunes femmes vont aller dans la ville à 1 heure d'ici où il y aura l'université, et vous allez vous retrouver seul, sans meuf, dans une ville paumée où il y a que des vieux. Et c'est ça qui arrive. Et même en tant qu'ingénieur oui, ensuite, surtout si vous faites du conseil, mais même dans des PME, même dans des grands groupes en fait, il y a aussi des grands groupes qui ont des sites où c'est dans des villages paumés et oui. c'est la mort quoi. Ingénieur, c'est vraiment En fait, il y a il y a aucune plus de statut volonté social. En de fait, le valoriser la statut social profession. d'ingénieur a disparu à cause de ça aussi. C'est parce Oui, que ça me plaît plus du tout. C'est pas médecin où là tu es obligé de vivre à l'hôpital de la ville, donc dans les grandes villes. oui, Il y a encore avocat pareil, il y a encore du prestige pour ces métiers-là, mais ingénieur, à part si tu es vraiment dans le management très haut placé, dans la structure des entreprises, déjà tu seras très bien payé, mais en plus tu seras dans les grandes villes. À part ça, ingénieur, ça vend pas du tout du rêve, surtout quand tu deviens ingénieur, tu le comprends. en fait, c'est que c'est placé Et au second d'ailleurs, rang des priorités nationales. Et bien donc, sûr, tout, à partir de là, tout découle, l'architecture, l'urbanisation, c'est ça. et c'est toujours à chier pour les écoles d'ingénieurs, effectivement. Et il y a aussi Saclay, c'est un bon exemple, Saclay. Parce que Saclay, c'est en plateau, c'est assez moche, il se passe rien, c'est éloigné de Paris, mine de rien.
Super loin de Paris. Et c'est là où on a mis la meilleure école de France. C'est là où on a mis l'X, Polytechnique. C'est là aussi où on a mis d'autres. Il y a l'ENSAE, Centrale Supélec. Mon C'est ex, elle ça, était à d'autres Centrale écoles. Supélec et j'allais à Saclay. Et je prenais le RER B qui, à l'époque, finissait à 10 heures. Alors que Ulm, c'est en plein centre de Paris quand même. Oui, Et oui, là, quartier latin. Ulm, c'est ok, c'est vraiment pour l'élite de l'élite, mais c'est surtout pour les matières littéraires. Et ouais, et en fait, ben, Saclay, aux États-Unis, ça n'existerait pas. L'X, ce serait à New York, ce serait Berkeley ou ce serait Columbia. Et pourquoi mettre aussi loin des villes les ingénieurs, même quand ils font partie de l'élite? Parce que ingénieur, ça pue. Alors que les campus américains, c'est vraiment dans les grandes villes, ou même c'est des villes en soi. Donc il y a énormément. Voilà. Déjà, c'est pas qu'une seule école d'ingénieurs, mais c'est rattaché à toute une université. Donc il y a de tout. Il y a des lettres, il y a des humanités, il y a vraiment de tout. Donc il n'y a pas de manque de femmes ou de manque d'hommes. C'est très dynamique, c'est très jeune. Il y a des stades entiers, il y a des piscines, il y a de tout, vraiment. On manque de rien. Et l'X à côté, bah, c'est mort, c'est la mort. C'est pathétique. Il y a aussi le fait que la classe dominante, même celle qui fait l'X, elle soit devenue parasitaire. L'X à la base, c'est Napoléon qui a fondé l'X. Et il y avait aussi l'école des arts et métiers et des mines et ponts, donc ponts et chaussées. C'était vraiment pour urbaniser les villes, c'était aussi pour le développement militaire, un peu plus tard pour l'industrialisation des villes et de la France dans son entièreté. Sauf que ça a été délaissé parce que dans les 30 Glorieuses, où là, c'était vraiment l'ouvrier qui était au centre de la société, parce que l'ouvrier, mine de rien, il était, en étant un seul homme, il pouvait subvenir aux besoins de sa femme et de ses 4 enfants, plus être propriétaire, plus être propriétaire de son bien immobilier, voire même d'avoir plusieurs biens immobiliers tout en étant ouvrier, hein, plus partir en vacances au moins 1 à 2 fois par an. On est passé de ce modèle-là, économique, qui marchait excellemment bien en France, en Allemagne et aux États-Unis, à un modèle consumériste où tout le monde veut être en parasite. Déjà parce que ceux qui sont le plus bas, ils n'auront pas accès à la propriété, ils n'auront accès à rien. Et ceux qui seront plus hauts, ils veulent plus bosser dans l'industrie, ils veulent l'argent facile. Et l'argent facile, c'est par la spéculation, c'est par la finance, c'est par la banque. Et c'est plus du tout sur la production. Donc c'est pour ça aussi qu'on retrouve beaucoup des ingénieurs les mieux classés dans la finance ou alors dans le conseil, dans le management. C'est pas ce qui va produire réellement de la valeur ajoutée. Après, c'est pas facile pas non des plus la postes finance. productifs. Parce que c'est un jeu à somme nulle, tu dois être meilleur que les autres, donc c'est pour ça qu'ils prennent des big brains. Enfin, c'est pas Oui, intellectuellement facile. aussi, c'est vrai. Oui, ça s'est tertiarisé, surtout, enfin, dans l'économie c'est tertiarisé, puis l'économie c'est financiarisé, et donc là, et ensuite l'économie c'est informatisé, donc la troisième vague, et donc du coup on est sur les Mhm. professions intellectuelles, ou entre guillemets intellectuelles, mais pas au sens vraiment intelligent, mais intellectuelles dans le sens où on manipule de l'information, Bien et sûr. on arbitre soit dans de services, soit on est dans l'information financière, soit dans l'information tout court, on réorganise la production, on réorganise plutôt l'organisation des entreprises, on réorganise les entreprises avec l'informatique. Donc au final, les trois domaines qui restent, c'est ça, c'est le service, donc le conseil, Mhm. l'informatique, et après avec et la finance. Et après, effectivement, tous les trucs hybrides entre les trois, donc l'informatique, finance, le conseil en finance, je sais pas quoi, les services financiers, et ou le conseil en informatique. Voilà. Donc on a ces trois trucs, c'est les seules poches de croissance qu'il y a. Donc du point de vue des jeunes, c'est pas aussi forcément de l'argent facile, mais on te dit c'est où qu'il y a de l'argent et c'est où qu'il y a un peu sexy. D'ailleurs, ça se voit dans la boîte. Quand tu vas voir les boîtes et que tu vas au stand, nous dans mon école ils venaient, bah, tu vois que les boîtes d'informatique ou les boîtes de, enfin ils sont un peu plus sexy, ils ont plus d'argent, tu sais, donc les femmes belles vont dans les boîtes, tu as plus d'argent pour faire les RH. On voit Bien qu'une sûr. boîte est puissante à quel point on peut le mesurer à la beauté des RH. Donc si tu prends un bureau d'études puant, tu vas avoir des Véroniques de 50 ans, ça vend pas du rêve. Ou alors le mec qui va te donner l'entretien, c'est directement un Patrick, hein, voilà. Mais tu vas voir, je sais pas, Accenture, et là tu vas avoir des meufs en tailleur un peu jolies, parce que les femmes, voilà, c'est parisien. Donc ils ont les moyens d'avoir des bureaux à Paris. Donc encore une fois, parce que du coup les trucs de bureaux d'études, tout ce qui ont moins d'argent, c'est relégué dans ce qu'on appelle des ZAC, des espèces de zones industrielles en périphérie. Pour donner l'exemple d'école des mines de Nantes, effectivement, c'était. Alors comment ils ont fait les trucs, les boomers, surtout qu'ils disent ah non non moi je veux pas de production. Avant on avait la production dans Paris, on avait Playel, les usines et tout. Mhm. On n'a plus rien. On en avait à Nantes, par exemple. En l'ouest de la France, on avait encore un peu. Vers Carquefou, donc en fait, Nantes, t'as le centre. Et il y avait Carquefou qui est un peu la périphérie, c'est une espèce de seconde de ville de la couronne, tu vois. Et là, il y avait des usines, ils les ont mis là. Genre, il y avait un truc qui s'appelait Virquin Plastique. Moi, j'avais fait un stage C'est opérateur quoi, là-bas. c'était au-dessus de la Loire?
Ouais, au-dessus de la Loire, mais bien plus haut. Et je me souviens de livreur. Moi, je disais, ah, on est à Nantes, et le livreur de pizza, il dit non, moi, je viens pas, c'est trop loin. Alors qu'on avait un campus avec, ils avaient plusieurs écoles. Donc, vu que on voit que le management français est médiocre, les boomers sont médiocres, ils ont fait un campus, mais sans organisation, sans aucune logique. C'est-à-dire qu'il y avait les mines Nantes, et nous, on avait notre propre truc avec nos logements. Puis d'un coup, il y avait une école veto plus loin, voilà. Mais il y avait une école du bois, l'école du bois, et il y avait une école des design. Mais Ouais. tu sais, t'arrives, il y a un arrêt de bus dégueulasse, qui pue la misère. Genre, t'arrives, c'est Mhm. sinistre. Et ensuite, tu descends par là ou tu descends par là, mais il y a même pas de soirée organisée entre les écoles. Il y a même pas de programme entre écoles. Au moins, à Nancy, Mhm. justement, ils avaient fait le programme Artem, ou peut-être tu peux prendre un cours d'architecture. Tu sais, il y a aucune, ils sont tellement médiocres, les sales boomers français, que ils sont tellement dans une, tu vois, aux US, ils se sont dit effectivement, on va faire un truc holistique. Voilà, un campus, c'est des gens, on veut qu'ils communiquent entre eux, on va faire de l'interdisciplinarité, Ouais. on va ramener des sportifs. Euh, et ils se disent non, ces gens-là, ils ont pas besoin de, juste dans l'architecture, c'est moche. Tu regardes Massy, c'est laid. Ils se disent même pas, ces gens-là ont besoin de beauté dans leur vie. Un peu, peut-être que t'es un peu plus joyeux, peut-être que t'es un peu plus déter pour aller travailler quand t'es dans un bâtiment qui pue pas qui ressemble pas à un truc, un étron postmoderne bétonné, tu vois. C'est des trucs de socialistes dégueulasses au milieu de rien, parce que c'est un plateau, Massy, hein. Donc, et en plus, pas de transport, c'est le transport qui finit à 10 heures. Tu sais, le boomer est tellement un égoïste puant qu'il Mhm. faudrait gazer, qu'il se dit pas, oh, mais peut-être que les jeunes, ils ont envie de sortir le week-end, Ils ont envie de vivre, en fait. peut-être qu'on va mettre un octilien. Non, il en a rien à foutre. T'es une Ouais. merde. Tu es une Mhm. merde pour lui, et après, ils se disent, oh, mais il y a des opportunités. Il faut les gazer, c'est pas possible. Il faut les gazer, cette race. Et tu prends, ouais, Nantes, c'était pareil. Aucune interdisciplinarité, rien. Par contre, l'école de commerce phare de Nantes, c'était Audencia. Audencia, donc il y avait Petit Port, qui eux est plus un affluent de la Loire, j'ai oublié comment il s'appelle. C'est pour ça que ça s'appelait Petit Port. Et donc tu avais un club d'aviron avec des bonasses et des bourgeois qui font de l'aviron, tu vois. Moi j'avais remarqué qu'ils passaient par là et j'ai essayé de faire de l'aviron, une vite fait. Et eux, Audencia était à Petit Port avec les autres écoles. Et d'ailleurs, quand je parlais aux gens, et nous on allait en soirée, on était des ingénieurs puants qui essayaient d'aller en centre-ville pour aller squatter les soirées de fac. Et ils Mhm. disent, vous êtes où Nantes. Ah, vous êtes les gars qui sont là-bas, loin. Vous êtes à Ouais. Nantes et tout, je ne savais pas et tout. Alors qu'Audencia, eux, ils faisaient des soirées de zinzin dans le garage, le hangar à bananes qui en fait, voilà, il y a une île, tu vois, en fait à Nantes, parce qu'en fait il y avait historiquement, tu avais des chantiers navals aussi pas loin, donc tu avais encore de la production, tu avais les C'est esclaves la aussi. ville. Bref, La ville, ouais. et eux ils avaient les plus grosses soirées, c'était organisé par Audencia, ils avaient un collectif, ils avaient des mecs qui étaient organisés. C'est aussi parce que les ingénieurs ont un sous-charisme, hein, aussi c'est la vérité, les mecs n'ont aucune initiative. Oui. Et en plus, ils sont relégués au second plan, hors des facs où il y a des femmes. Donc en plus, moi j'avais ma meuf, mais du coup, si t'as pas de meuf, t'as 10% de meufs sur le campus, peut-être 5% qui sont potables. Et tu veux aller squatter les autres soirées, les soirées veto, ils nous étaient interdits. Genre ils avaient interdit aux ingénieurs d'aller aux soirées. Et du coup, les ingénieurs, on devait trouver une meuf veto qui nous invitait. Si t'étais pas trop moche, si t'avais un peu de bagou, tu pouvais inviter. Mhm. Et du coup, t'invitais tes potes et tu envoyais l'ascenseur, tu vois, pour que tes potes puissent rentrer. Et moi, j'avais rentré une rebeu à un moment donné. Ouais, bref. Mais et on était des indésirables. Donc en plus, l'architecture fait que voilà, on sent que vraiment c'est un gâteau, hein, l'économie, et on est relégué à la dernière portion, enfin plutôt dans la pyramide, on est vraiment à la base. Ça se ressent dans l'architecture, ça se ressent dans la représentation des ingénieurs, donc il n'y a aucune représentation. Ça se ressent dans... Il n'y a pas d'Elon Musk, en fait, en France, hein. Il y a Xavier Niel, L'homme le plus mais c'est riche, même pas un c'est qui? ingénieur. C'est Bernard Arnault. Il y a Xavier Niel qui baise la fille de Bernard Arnault, du coup. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais Mais c'est Xavier le seul, Niel n'a hein. pas fait école, il n'a pas fait prépa. Oui. Lui, il a dit, je m'en bats les couilles, je vais faire mon entreprise cash, et il a fait des peep shows pour démarrer, pour faire de la thune. C'était un hacker. Mais c'était Mhm. un mec qui, justement, malgré le système, a réussi en ne jouant pas les règles du système. Et il a essayé d'inverser un peu la vapeur en faisant école 42 par la suite. Si j'avais su, j'aurais fait école 42, tu vois. Mais bon, moi, je suis arrivé un peu où c'était même pas encore lancé quand j'étais entré en école d'ingénieur, où c'était peut-être la première promotion, je n'avais pas entendu parler. Et je me souviens, mon école, d'ailleurs, je leur avais dit, ça pue un peu la défaite, je m'emmerde un peu, je suis un peu déprimé, là, je commence à retomber en dépression, et je me dis, ah, j'aimerais bien faire un cursus d'histoire, peut-être pas à la fac de Nantes. Et ils m'ont dit non. Mais pourquoi? Pourquoi? Bah peut-être parce que la culture générale, c'est peut-être intéressant, peut-être soyez cohérent avec ce que vous dites en prépa, bande de sales fils de pute, tu vois. Et ils te disent non. Mhm. Et d'ailleurs, on avait réalisé pas mal de gens, on n'a pas tous pu faire l'échange à l'étranger, et on a dit on veut faire des années de césure, et ils disaient c'est à toi de nous prouver pourquoi tu veux faire une année de césure. Ils voulaient pas qu'on fasse des années de césure. Après, on a tous pété un câble avec des potes, on est allé, je crois, au bureau, on a dit non mais c'est des zinzins, laissez-nous voyager un peu, laissez-nous faire des trucs. Et heureusement, on a pu faire l'année de césure et partir, mais c'était à contre-courant, tu vois. Ces gens-là ne veulent pas que le système change, ils veulent leur petit Ouais. système de merde. Après, je leur en veux pas. Je veux dire, quand t'es planqué et t'as ton truc et tout, tu Ah, veux pas que ça c'est bouge. quand même. C'est des capots qui ils veulent pas que les systèmes changent, ils veulent pas qu'il y ait la moindre petite, le moindre petit changement qui pourrait faire bousiller la machine, alors que finalement, fondamentalement, ça va rien faire bousiller du tout.
C'est Surtout juste qu'ils étaient déjà en que train de c'est comme craquer. ça, ils ont été endoctrinés à penser comme ça. Et pareil, des écoles, pas les écoles d'ingénieurs, mais les écoles primaires, secondaires, c'est fait pour calquer le mode de vie de l'ouvrier. Et en fait, les Français, instinctivement, on les a endoctrinés dès l'enfance à penser comme ce que le système veut qu'on pense. Et des électrons libres, après, c'est beaucoup plus compliqué de faire savoir. En fait, faut pas du tout jouer avec les règles. Faut faire comme dit Xavier Niel et faut t'envoyer chier et essayer de réussir par soi-même. Ouais, Exact. parce qu'en fait, il n'y a pas de moyen de réussir comme ça, en suivant le système. Bah, en fait, si tu fais certains types d'études, tu vas avoir un certain neurotype de personnes dans un certain type d'études. Je sais pas si tu vas Moi, je crois à fond à ça, quoi. Je veux dire, tu vas à fashion, tu vas peut-être avoir un tas d'homosexuels, de mecs un peu créatifs et de mecs qui prennent la drogue, et de mecs un peu bipolaires, qui ont été un peu frappés par leur femme ou touchés par leur père, j'en sais rien. Si tu vas faire psychologie, tu vas avoir une certaine classe sociale avec des femmes qui ont des problèmes mentaux et qui ont prennent la drogue. D'ailleurs, j'ai un pote récemment qui s'était marié, qui a divorcé d'une comme ça. J'avais mis en garde, il m'a pas écouté. Parce Hmm. qu'il disait, faut pas généraliser. Et les écoles d'ingénieurs, donc c'est quoi le neurotype, enfin le type neuronal que tu vas avoir plus dans les écoles d'ingénieurs? Donc ça va être des gens entre guillemets normaux. Voilà, on va dire Mais là, mais c'est des gens qui sont assez très docile, conformistes. Comment? très docile. Voilà, Ils conformistes, veulent pas se rebeller à dociles, l'autorité et donc au voilà. manager. Mais c'est des gens qui rentrent dans un système qui a toujours été le cas et on leur dit qu'ils sont aussi sensibles aux récompenses du système, donc ça fonctionne par les notes et la compétition, donc compétitifs et en même temps conformistes. Et en même Ouais. temps, c'est pas des gens, si tu veux, surtout encore les mecs qui sont un peu transfuges, donc des mecs un peu comme moi qui étaient banlieues, qui vont arriver là, donc ils sont pas dans de la reproduction sociale. On va être un peu plus ouvert parce qu'au final, on n'a pas de schéma de reproduction sociale, donc au final, Hmm. on n'a aucune attente. Tu vois, moi, j'avais aucune attente, on arrive là-dedans. Mais effectivement, les gens qui sont dans un schéma de reproduction sociale, eux, n'ont pas envie de dévier plus que ça. Ils veulent juste s'amuser un peu en école et puis on fait le truc, voilà. Même eux commençaient un peu à réaliser que le système français pue la merde et commençaient à rêver à aller aux États-Unis. Tu vois, même les classes. Parce que finalement, dans un système de classe mondiale avec les classes américaines, genre, le bourgeois américain est bien plus riche que le bourgeois français aujourd'hui. Donc, et le bourgeois français réalise que peut-être il se fait entuber, même au niveau mondial, hein, parce que c'est la compétition est mondiale. Hmm. Et donc ces gens-là, eux-mêmes réalisés, mais ils n'ont pas autant d'incentives que moi, parce que moi, j'ai envie de constituer du capital. Donc j'ai pas envie de gagner 2500. J'ai envie de gagner 5000. J'ai envie de gagner 7000 parce que 2500 d'aujourd'hui, c'est peut-être 1500 d'il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Mais ce mec-là, lui, il a déjà peut-être du patrimoine derrière, il a déjà papa, maman, il a déjà une voiture. J'avais un très bon pote qui avait sa Range Rover, tu vois, déjà à l'école. Moi, Ouais. j'avais même pas l'épargne de Range Rover sur mon compte, tu vois. Et il m'a fallu longtemps, enfin, il m'a fallu un certain temps pour constituer ça, en travaillant comme un zinzin, en payant pas de taxes, en faisant de l'optimisation fiscale, en mettant à mon compte, en prenant des gros risques. Ces gens-là n'ont aucune incentive à prendre des gros risques parce qu'au final, déjà en France, il n'y a pas une culture. La classe bourgeoise américaine est beaucoup plus industrieuse, surtout les Asiatiques. Même les anglo-saxons sont beaucoup plus dans l'obsession du travail. Et en France, c'est plus aristocratique. Ils sont en mode, surtout avec le truc de lire de l'environnement, c'est une nouvelle excuse aussi pour blâmer les mecs qui veulent faire du capital et eux Hmm. pouvoir se positionner dans une position, pouvoir se mettre dans une position morale. Donc l'environnement, ça commençait à monter en poupe dans mon école. Il y avait une filière environnement et on te disait, ah mais pourquoi tu veux un gros salaire? Ah mais pourquoi tu te mets en freelance? C'est un peu risqué. Bah parce que fils de pute, j'ai envie de gagner un salaire décent et j'ai envie d'épargner parce que peut-être que je peux même pas acheter un appartement en France. Mais eux ne Tu sais, comprenaient pas. c'est comme les crabes qui ils sont pris dans le filet et dès qu'il y en a un qui veut essayer de s'échapper du filet, les autres le retiennent parce qu'ils veulent pas qu'il y en ait un qui s'enfuit et qui ne partage pas leur sort. Oui, mais on n'est pas dans le même panier de crabe parce que ce mec-là, il a une Range Rover. Enfin, je parle même pas, j'ai Oui, pas non envie d'insulter ce mec-là, mais c'est un pote, mais je veux dire, ils ont des voitures, ils ont du patrimoine qui les attend. Ils ont, ils peuvent pas comprendre que toi, tu as la déterre de faire ton patrimoine. Ils ne peuvent pas comprendre. Et je pense, en plus, ils détestent. Même si c'était pas moi, même si c'était un autre Français, il mépriserait tu sais, le mec un peu débrouillard, tu vois, le Xavier Niel, tu vois, le mec un peu qui fait des non, on peut combines, retenir. qui fait du peep show, tu vois, qui a pas peur de salir les mains, qui fait du hacking. Tu sais, il a hacké les annuaires pour reprendre les datas des annuaires, pour rediriger sur son propre annuaire, pour son Minitel. Donc il a pompé, Hmm. c'était génial, c'était du génie. Il a fait un peu ce qu'on appelle le gros hacking, que les mecs se branlent le dessus en école de commerce, c'était la même chose, hein, c'est juste que ça s'appelait pas gros hacking. Et et ces mecs-là méprisent, tu vois, ce côté un peu débrouillard, un peu qui respectent pas les règles. Pourquoi? Parce que les règles sont faites pour eux. Les règles sont faites pour la reproduction sociale, sont faites pour que toi tu passes pas devant eux. Mais c'est même pas le panier de crabe, c'est que le système est à leur avantage. Ils ont pas envie que ça bouge, mais ils ont pas d'incentive. Ils crèvent pas la dalle. Ils bossent. Au final, ils ont assez d'argent pour vivre. Ils peuvent acheter un Ouais. appartement parce qu'ils ont un apport. Et puis en France, je le comprends. Je veux dire, moi aussi, si j'avais genre l'héritage qui m'attendait, la France, c'est génial. Je veux dire, tu manges bien, tu fais tes vacances à, ils vont où les connards à chaque fois, ils vont dans l'ouest de la France. Comment ça s'appelle, putain? Tu sais le truc où tu fais de la voile à Osgore.
Osgore, il y Ouais, a Osgore. Osgore, il y a les trucs de merde. Tu sais, ils Ah, c'est adorent plus le ça. surf, mais. Oui, il y a Osgore Ouais. pour le soft, mais il y a un truc où les gens, tu sais, j'ai oublié ça. Il y a Ils l'île vont, de Ré, il y a l'île de Ré, voilà, ils La adorent ça. Rochelle. La Ouais. Rochelle, moi, j'ai pas envie, je l'ai fait une fois, voilà, mais fils de pute, moi, j'ai pas envie d'être un esclave, indéfiniment, tu vois. Genre, mais pour avoir si je vivais au même rythme de vie qu'eux, bah en fait moi je constituerai jamais rien, eux ils ont déjà tout ça. Et du coup ces gens-là font du gatekeeping ou te jugent et moi j'étais dans la démarche Xavier Niel un peu sans le savoir parce que j'étais sur le site du zéro donc toi aussi on essayait d'apprendre l'informatique, on essayait de se débrouiller. J'avais un Mais pote ça, c'était instinctif, hein. C'était même pas recherché, c'est parce que bah, je pense que tous les deux, on est beaucoup plus curieux que d'autres personnes et ça nous pousse un peu à découvrir de nouvelles choses, de nouveaux concepts, de nouvelles façons de penser. Forcément, au bout d'un moment, on voit qu'on atteint un peu des plafonds de verre qu'il va falloir transgresser parce que si on ne transgresse pas les règles établies, on sait que les règles ne vont pas jouer contre, enfin, vont jouer contre nous et ne vont jamais nous avantager puisque ben, on est fondamentalement ce qu'on veut, c'est être transfuge. Le système actuel n'est pas du tout méritocratique et il fait tout. Parce que s'il y a trop d'élites, en fait, et c'est ce qui se passe en ce moment, il y a beaucoup trop d'élites qui sont faites parce qu'il y a beaucoup trop de richesses. Pour que l'élite reste l'élite, il faut qu'il y ait que ce soit un tout petit nombre. Et s'il y a trop d'élites, après le pouvoir n'est plus partagé. Enfin, le pouvoir est trop partagé et donc il n'y a plus de pouvoir. Donc les mecs comme nous, il faut le système va tout faire pour les garder le plus bas possible. après tu me diras la nature est bien faite, c'est Dieu est juste parce qu'effectivement c'est comme la femme qui résiste pour le mec qui soit déter pour la entre guillemets forcer pour la récupérer, c'est que ça met la barrière pour les mecs qui n'ont pas les couilles de transgresser les règles et les mecs qui doivent réussir et qui transgresseront les règles réussiront toujours. Il y aura toujours des Xavier Niel, toujours des mecs qui vont baiser le système. Ouais. Et ces mecs-là passeront quoi qu'il arrive. Mais effectivement, on va pas t'accueillir les bras venus, viens nous remplacer, viens, évidemment. Mais ces gens-là, c'est vrai qu'ils n'ont aucune curiosité parce que quand ils repensent, le site Zero qui s'appelle Open Classroom, moi j'étais dessus, j'avais appris PHP, C. Moi j'avais pas fait le C ultra avancé évidemment, bien entendu. Peut-être je m'étais arrêté au orienté objet. J'ai un peu de 3D et fin. Python, ouais, j'avais poncé le Python, j'avais fait du PHP. JavaScript j'aimais pas parce que c'est dégueulasse à l'époque, il y avait pas de framework comme encore aujourd'hui. Mhm. Et du coup, et quand il y avait les frameworks, c'est devenu complexe. Et du coup, mais je regardais les gens en prépa, les bourgeois français, ils connaissaient rien. En fait, quand on arrive en école, là, ils ont mis informatique, mais avant qu'ils mettent informatique, de eux-mêmes ne connaissaient rien en informatique. Et quand je suis arrivé en école d'ingénieur, ils étaient éclatés en informatique. Et j'avais des 20 tout le temps, parce qu'en fait, c'était des cours de Java. Donc, on les enseignait le Java, déjà, ils étaient à la ramasse, hein, parce que pourquoi ils enseignent le Java en école? Parce que c'est ce qu'ils veulent, les boomers, à la BNP ou dans les autres banques, bien entendu. Mhm. Le Java, je déteste, c'est rigide et verbeux. Mais bon, c'est pas mal pour apprendre. Et du coup, Parce c'est que c'est une facile. demande. C'est une demande au niveau des entreprises et c'est pas du tout dans l'innovation. Mais pas Et les c'est pour ça startups. que. Ouais, comment? C'est une demande au niveau des grosses entreprises françaises, encore une fois. Ouais, c'est ça. Les startups, personne fait Et. du Java. Enfin, quasiment personne, faut arrêter, quoi. Mais parce que les systèmes n'ont pas été mis à jour et forcément C'est des boomers. on est sur des systèmes obsolètes alors que les États-Unis, la Chine, bah, eux, c'est que dans l'innovation. Au contraire, ils sont totalement à l'opposé de ce que la France fait. Après, je Les nuancerais pour grosses dire les sociétés. grosses boîtes de boomers aux US sont aussi en Java ou dans des trucs similaires. C'est juste qu'aux US, il y a du capital. Vu que le capital est décentralisé, il y a du capital disponible à flot Ouais. pour faire des disrupteurs et parce que aussi, bah, ils ont un système qui autorise la disruption. Mais tout part du capital aussi, hein, parce qu'au final, Hmm. ils peuvent imprimer et du coup, il y a la culture de prendre du risque. Et en France, tout est centralisé et les règles font qu'il y a beaucoup moins d'initiatives à faire une startup et quand tu le fais, tu vas lentement ou tu crèves ou tu seras absorbé par le système lentement. Mais tout ça pour dire que en école, ces gens-là étaient nuls en informatique. Les Alban, Hmm. je sais plus comment ils s'appellent, les Loïs, les couilles. J'avais 20 tout le temps. En informatique, c'était balourd. Ils disaient fais une boucle for, fais une boucle machin, fais une classe orientée maison avec une méthode caca. Et voilà. Et du coup, vu qu'ils ont vu les gens que j'avais 20 tout le temps, ils ont commencé à me dire, vu que c'est des sournois, ils ont commencé à vouloir copier sur moi. Et donc là, il y avait à un moment donné, je crois que la technique pour tricher, ben, je peux le dire maintenant parce que c'était il y a longtemps, et évidemment tout le monde le sait que tout le monde triche en école d'ingénieur, parce qu'au Mhm. final, à quoi bon? Tu as déjà fait la prépa, tu as déjà prouvé, et donc on faisait un Google Doc en live, en exo, et dans le Google Doc, en fait, il mettait les questions, et moi je mettais la solution, le code, et je copy-paste, sauf que j'étais pas teubé, donc je faisais deux solutions. Donc je vais nommer les variables différemment, ou si c'était un if, je vais faire un switch. Si c'était un for, je vais faire un while. Et des fois, je vais faire des systèmes différents. Je vais faire une solution pourrie, un peu, enfin qui marche, mais pour eux. Et je fais une solution un peu plus stylée pour moi, ou en complexité O de N log n ou N log n vis-à-vis du complexité O n carré. Quoi qu'encore, je n'étais pas si bon que ça à l'époque, mais
Et du coup, juste renommer, ça suffisait. Et du coup, je faisais le Hmm. Google Doc, et à un moment donné, je pensais, il y avait un pote qui m'avait dit, c'était des mecs du BDE et tout, et, évidemment, viens, tu peux pas nous aider et tout. Et il y avait toutes les meufs, les bourgeoises qui voulaient être potes avec moi. Ils disaient, n'oublie pas de mettre pour ce contrôle et tout. Et j'avais mis mes solutions, et à un moment donné, vu que c'est des teubés, ils ont tous copié la même solution. Donc quand ils se sont rendus compte, ils ont dit, oh, il y a 30% de la promo qui a fait le même truc, on sait ce que vous faites, on connaît votre petit jeu. Mais moi, j'ai jamais eu de problème. La promo d'en dessous, ils ont fait la même chose, mais vu que les mecs étaient teubés, le mec a mis la même, enfin, ils se sont fait discipliner tous, parce que le mec avait mis la même solution pour lui et pour les autres. Alors que moi, je mettais Hmm. dans le Google Doc, renomme les trucs, j'avais mis un tuto, tu vois. Ça, c'était quali. Même pour tricher, je faisais un truc quali. Enfin, pour aider les gens à tricher. Et ces meufs-là, qui sont éclatées en informatique, aujourd'hui, elles sont des bourgeoises, de mecs qui sont managers à Goldman Sachs ou au JP, enfin, des trucs comme ça à Londres ou des Normal. trucs à Paris. Elles ont été prises à Accenture en consulting informatique et moi, j'ai été refusé à Accenture. Femme, bourgeoise, jeune, jolie. C'est bon. Et en plus, triche, tu vois. Et en plus, ne savent rien. Il C'est-à-dire que n'y a pas voilà, besoin du reste. ça montre qu'on est on est dans une économie où il n'y a plus de production parce qu'il n'y a plus d'impératif de Oui. faire meilleur que les autres parce qu'au final, tu fais rien. Tout ce que tu fais, c'est du service. Donc au final, c'est de l'éducation. C'est embobiner, au final, c'est toujours embobiner un boomer qui est dans une boîte française pour le C'est convaincre de ça. faire tel plan. Mais au final, on en a rien à foutre que ton plan, ton algorithme pour gérer le payroll des boomers puants de la SNCF, il soit en log n log n ou n carré, parce que ils en Hmm. ont rien à foutre. Ils n'en ont rien à foutre. On n'est pas Ouais, il n'y on a n'est que la plus dans un présentation schéma de la chat qui. d'optimisation. On est dans un schéma de service où ta gueule, elle présente plus. Et je dis pourquoi pas la gueule, mais je trouve que j'ai pas une sale gueule. La meuf, elle est conne. Et en plus, tu l'envoies en cabinet de conseil, tu la mets devant le client, elle est nulle. Moi, j'ai fait du conseil. Moi, on pouvait me mettre devant le client et je pouvais pitcher le truc. Et tu vois, j'étais cohérent dans ce que je faisais. Mais juste, ces gens-là Ouais. veulent se reproduire entre eux. Donc, l'intervieweur, elle s'appelle Alban, elle va prendre Alban. Ou elle va prendre le nearest, K-nearest Forcément. neighbor. KNN, comment dire, elle va prendre le plus proche. Elle veut pas prendre un bougnoul puant ou un mec qui s'est pas habillé bien, même si ou un brut en maths tunisien. Quoique il y a des Marocains qui eux, les Français font la différence entre la bourgeoise et le bourgeois et le prolo français. Je pense par ordre de préférence, elle va prendre quelqu'un de sa classe sociale, puis bourgeois, puis prolo français, puis prolo bougnoul. Parce que le bourgeois français, ils ont les codes, tu vois, les bourgeois, ils sont tous les mêmes un peu partout dans le monde, tu vois. En plus, surtout, ils se calquent sur les Français. Et ils sont déjà insérés dans les cabinets de conseil. Ils sont entre eux. J'étais dans un cabinet où c'était un Hmm. Tunisien qui l'avait lancé. C'était un ancien ministre de la Tunisie. J'ai oublié comment il s'appelle, informatique ou des industries. Mehdi Hamas ou Mehdi Tounsi. Non, Tounsi, c'est tunisien. Et ils avaient toute une poche avec que des Tunisiens et des Marocains. Et ils se mettaient les Tunisiens et les Marocains bourgeois dans la classe managériale. Et par contre, les bougnoules de cité, ils les mettaient dans la SS2I, tu vois, dans le cran un peu en dessus. On les autorisait quand même. Il était sympa. Non, mais il était sympa. C'était mieux que les autres. Déjà, il donnait du taf. Mehdi Ouais. Hamas ou Mehdi, je sais plus. Et comment il avait réussi son beurre, c'est parce qu'en fait, les Français commencent à exporter et à faire beaucoup de SS2I en Tunisie. Et il disait, oh, en échange, il a commencé comme ça en outsourcing, et il a lancé son cabinet de conseil en France, très beau move. Et du coup, il a commencé à faire du consulting, il a commencé à prendre des Français. Évidemment, tu prenais des Français d'école de commerce, mais ils puaient la merde. C'est-à-dire, ils avaient juste la tchatch, ils avaient le costume, et ils pouvaient rien pitcher devant le client. Et moi, j'étais le seul mec qui pouvait, à la fois comprenait la techno, et à la fois pouvait pitcher. Mais en final, c'était en général l'un ou l'autre. Bref, tout ça pour dire que ces gens-là n'ont aucune curiosité. Ils sont purement parasitaires, c'est-à-dire que quand il y a une nouvelle technologie qui arrive, par exemple, je sais pas, le cloud, ils vont en général essayer de créer un vocabulaire, c'est très français, tu vois, ils vont créer des phrases et des trucs tout faits un peu, et ensuite ils vont essayer de montrer un savoir-faire vis-à-vis du client boomer, mais il n'y a aucune compréhension réelle. Tu vois, moi j'étais dans mon cabinet de conseil, j'ai pas envie de trop m'étaler parce qu'on n'est plus dans l'école d'ingénieur, et ces Hmm. gens-là disaient tout sur le cloud, ils avaient des formules, mais le mec ne savait pas ce que c'était le cloud. Enfin, mon manager Hmm. ne savait pas ce que c'est, il ne comprenait pas ce que, dans sa tête c'est le nuage, mais c'est tout. Il sait pas ce que c'est une fonction lambda, il sait pas ce que c'est provisionner un environnement, il sait pas ce que c'est Docker, il sait pas ce que c'est Kubernetes, n'en parlons pas. Le mec ne sait rien. Mais en fait, on est dans une classe parasitaire de gens qui s'est produit aux États-Unis par des immigrés asiatiques et européens, mais talentueux. Ça arrive en France. Donc en France, on reçoit la technologie et ensuite le but c'est juste de simuler du savoir-faire. Donc à partir de là, on en a rien à foutre que tu comprennes vraiment les trucs ou pas de toute façon. Il faut juste être Mais assez c'est pas ça, intelligent c'est pour que c'est même simuler plus la le cas en compréhension. fait. Hein? C'est même plus le cas. Enfin, là, on est vraiment en fin de cycle. Ah oui, là c'est fini. Ça Et c'était il y a là, il y 10 ans. aura. Ce que je veux dire, c'est que déjà, il y a beaucoup de boîtes qui ont été coulées par les Américains ou rachetées par les Américains.
Et là, la destruction de l'industrie française, elle est pratiquement effective. Il reste plus grand-chose. Il reste encore le tertiaire en France. Mais ça aussi, je pense que ça va partir. Et les États-Unis, qui sont quand même restés méritocratiques, eux vont capter toutes les richesses qui restent encore. Et il y aura même plus, je pense, de personnes en France qui pourront s'adapter aux nouvelles techno parce que ce sera fait par l'IA et il y aura plus que le présentiel en fait qui marchera. Il y aura plus que la bonne gueule pour présenter le produit, ouais, ou avoir une tchatch suffisante pour plaire aux clients. Même le Je ne vois service, c'est plus. finito. Les Comment? cabinets de conseil ne recrutent plus, les salaires stagnent depuis Oui, 5-6 ans minimum. Là, j'ai regardé récemment, mais c'est c'était normal. Sopra, Mais c'était déjà, 40K. le conseil, bon, le conseil en SS2I, là, c'est vraiment le pire parce que les entreprises vont payer 150 000 euros pour avoir un ingénieur. Donc les clients vont payer la SS2I 150 000 pour que la SS2I ne redonne que 30 000 à 40 000 max à un ingénieur, à son consultant. C'est quoi, c'est en cinquième. Et même avec ça, ouais, il n'y a plus de recrutement et trop d'ingénieurs juniors formés pour pas assez de places parce que les places, elles sont déjà prises et en plus il n'y a plus d'industrie donc c'est mort. C'est Et finito. les grosses boîtes ont moins d'argent, donc c'est en train de couler de toute façon. Les clients n'ont plus d'argent, et donc tout est en train de couler. Et en plus, les softwares américains, bah, effectivement, captent, vu que les Français, bah, tu préfères utiliser du software américain que du software français, donc déjà, ça enlève aussi des postes. Donc, d'ailleurs, quand je dis un cabinet de conseil, évidemment, il n'y a aucun développement software, ou les softwares qui étaient faits maison sont complètement dégueulasses. En général, les cabinets de conseil, ce qu'ils faisaient, c'est de la transformation digitale. Donc, ils allaient dans les grosses boîtes françaises et ils disaient, on vous installe Microsoft 365. Donc, au final, la layer de base, elle est américaine. Et le français n'est que un technicien, en fait. Le consultant n'est qu'un technicien plus plus qui pilote l'installation d'Office 365. Il y avait une grosse mission au cabinet de conseil, c'était installer Office 355. J'avais un manager, sa spécialité, c'était installer Office 365. Vraiment, le mec, il croyait que c'était un ouf. Mais je dis, ferme ta gueule. Tu pues de la gueule déjà, Romain, et ensuite, si tu regardes cette vidéo, et en plus, tu ne sais rien, tu ne connais rien à rien, et il essayait de faire croire que c'était une vraie spécialité. Sachant qu'au bout d'un moment, quand tout le monde a installé Office 365, tu fais quoi? Tu fais quoi? Ouais, Tu c'est fini démissionnes? quoi. Il n'y a plus de taf. Et eux, ils installaient Oracle, ils ne produisent rien. Et même tu prends Microsoft, j'ai un pote à Microsoft en France d'ailleurs, mais les décisions sont FQ aux US, les softwares sont faits aux US. En France, c'est que des consultants. C'est pas pour le dénigrer, mais lui-même il le sait, c'est la vérité, c'est que c'est que des trucs intermédiaires, des consultants intermédiaires qui installent. Mais au final, ce qu'on appelle la techno-féodalité, tu sais, donc avec Varoufakis qui en parle, qui Bien dit sûr. la techno-féodalité, c'est quoi? C'est le mec qui possède le territoire. Donc le territoire, c'est le software, c'est le network. Donc le seigneur est aux US. Et le consultant français n'est qu'un facilitateur, mais quand tu as tout installé au bout d'un moment et que le software est aux US, c'est-à-dire que l'argent ne fait que partir de la France vers les US, et toi, tu es juste un intermédiaire qui prend sa commission. Moi, je vais arrêter là-dessus, parce que... mais la conclusion par rapport à l'école d'ingénieur, c'est pour dire que le système qui est effectivement prépa, école d'ingénieur, le Ponzi, grande entreprise française, est maintenant orienté vers le conseil, et le conseil lui-même s'effondre. On a un truc hybride avec des alternatives avec École 42, avec le délire des bootcamps informatiques. Mais voilà, le système est en perdition, quoi. Est-ce qu'on recommande, tu veux finir par, est-ce que tu recommandes de faire prépa avec tout ça? Non, ouais, non, je recommande pas de faire ingénieur. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a trop de raisons qui sont négatives. Première, perte du statut social. Le statut social au niveau du prestige, au niveau de la richesse qui peut découler du métier. Le métier est beaucoup trop commun. Il est devenu beaucoup trop commun. Il y a beaucoup trop de monde, alors qu'ingénieur, il y en avait peut-être 5 par ville avant, à part Paris, bien évidemment, mais c'était quand même en métier d'exception, en métier d'élite. C'est plus du tout le cas. C'est un métier qui a été démocratisé et donc qui a perdu totalement de sa valeur. En fait, c'est comme le pouvoir des élites. S'il y a trop de personnes, il y a plus de pouvoir, donc il y a aussi il y a plus aucun prestige. C'est pareil. Donc, c'est moins attractif non seulement pour les entreprises, mais aussi pour les femmes. Sauf si vous êtes déjà implanté sociologiquement dans la bourgeoisie. Là, vous avez déjà des cercles qui vous permettent soit de vous pistonner à des postes de manager, parce que ingénieur, maintenant, le seul prestige, c'est d'être manager. Et donc, vous bénéficiez de la reproduction sociale et vous allez continuer cette reproduction sociale et finalement, le système va jouer pour vous. Donc, il y aura aucun problème pour vous. Mais pour tous les autres, il y aura un problème parce que le salaire d'ingénieur ne vous conviendra jamais. En France, c'est beaucoup trop peu, mais plus qu'en France, dans toute l'Europe, c'est le cas. C'est vraiment mal payé d'être ingénieur. Sauf peut-être en Suisse, et encore, je pense que ça va être de moins en moins. Et de toute façon, il y a peu de Tout le monde place. veut aller en Suisse, de toute façon. Tout le Tout le monde a monde veut aller en compris, Suisse, c'est c'est trop bouché, bouché. ils en veulent plus des Français. Alors les Arabes Oui, français, et Luxembourg, c'est pareil. Hein. laisse tomber.
Il y a eu Luxembourg, trop c'est même pas de, aussi élevé. En plus, il y a moins d'offres. Ouais. il y Bouche a à eu trop de oreille. bouche à oreille et c'est fini. Franchement, si vous entendez Suisse, on entend Suisse depuis peut-être 5 ans de vraiment de masse. C'est le signe normalement de vraiment d'éviter la Suisse. Australie, c'est pareil. Australie, c'est mieux que C'est la sûr, Suisse. C'est juste que, non, c'est mieux que la Suisse, mais je mettrais un on accent en parce que parle beaucoup l'Australie, les trop. gens, ils vont, oui, mais on en parle beaucoup, mais à chaque fois que j'en parle, c'est des gens qui font des PVT. Je vois Ouais, c'est vrai. quasiment personne qui va en Australie qui fait un job parce que je pense que la Et il barrière est reste pas beaucoup plus, surtout. la barrière est beaucoup plus élevée, je crois, pour avoir un vrai job en Australie. J'avais regardé, c'est pas trivial du tout. Par contre, pour être un Hmm. esclave en PVT, oui, mais je pense que si t'arrives à avoir un job en Australie, genre ingénieur, vraiment, je pense que c'est quand même mieux que la France, mais je sais pas comment tu peux le faire. Mais si vous pouvez le faire, peut-être je crois que les étrangers, ce qu'ils font, c'est ils vont là-bas, ils étudient et ils restent après. Le problème, c'est que les Asiatiques ont tellement fait ça que je crois que les Australiens en ont marre. Et effectivement, c'est Les pas Chinois et bouché du côté Indiens, des Européens, mais c'est bouché du côté des Asiatiques. Et il y en a même qui ouais. Hmm. restent illégalement. Et les Australiens, en plus, sont super, entre guillemets, ils aiment pas qu'il y ait trop d'étrangers qui leur pompent leur truc. Genre, pour être esclave Hmm. en PVT, ça va. Mais pour s'installer, non. Par contre, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont laissé les Asiatiques, mais pour les Européens, c'est même plus dur que les Asiatiques pour être en Australie. Donc, Comme aux États-Unis. exactement, comme aux États-Unis, parce qu'en plus les Européens ne s'aident pas entre eux, alors que les Asiatiques se pistonnent entre eux. Il y a des Chinois, ils achètent des immeubles entiers, ils se louent entre eux, ils se filent des jobs entre eux. Il y a des Hmm. Thaïs, il y a des Indiens. Mais je pense que si tu arrives à trouver un vrai job, c'est mieux que PVT. On entend surtout en PVT, mais et ça aussi, c'est le marqueur à faire, c'est l'intelligence sociale. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, vous n'êtes pas, enfin je parle pas à toi, mais du coup je m'adresse à des gens qui regardent ça. La plupart d'entre vous, ce qui vous fait défaut intellectuellement, c'est même pas les études. Enfin déjà, la plupart des gens, vous êtes nuls en études, vous performez pas, même si vous êtes en prépa. Mais en plus de ça, il y a ce qu'on appelle, Surtout, ouais. surtout au niveau global. Au niveau mondial, au niveau français, le niveau français, même en prépa, c'est devenu vraiment de la merde. Moi, je veux nuancer. Je pense que le niveau, t'évalues comment que le niveau prépa est devenu de la merde. À chaque fois, c'est un classement PISA. Le classement PISA, c'est un agrégat français. L'agrégat français, on importe des millions de noirs. Au bout d'un Ouais. moment, faut arrêter. C'est pas le français. Je pense que si tu prends le français moyen, le Non, mais niveau PISA, a de toute façon, baissé, mais pas c'est. plus que les autres pays européens. Par contre, la différence entre la France et la Lituanie, qui est montée, c'est qu'il n'y a pas un million de Noirs, de subsahariens ou d'Arabes, de pays, juste ou même d'Afghans ou de gens de pays où les gens ne savent même pas lire, parce qu'on voit bien que effectivement le fait que tes parents savent lire aussi ton intelligence et tout, ça joue sur les résultats. Donc PISA, je nuance quand même là-dessus. Et le deuxième truc que je veux dire, c'est au-delà de l'intelligence juste purement cognitive, effectivement savoir lire et écrire, le fait effectivement d'avoir de l'intelligence, je sais pas comment dire, c'est de la, comment on appelle ça, de la débrouillardise, un peu de la débrouillardise, un peu de bon sens commun. Comme tu disais, ah bah peut-être que c'est bouché prépa, ah bah tiens ATS, peut-être que ATS, je vais avoir le même résultat. Ça demande pas de savoir faire Flexibilité. des calculs, des intégrales. Comment t'as dit? Être flexible. Oui, mais c'est plus précis que je l'ai dit, mais je dirais c'est de la ruse, avoir un peu de ruse, comme il dit Ulysse, tu vois, Oui, la ruse Miruz, ouais. de Ulysse, j'ai oublié le terme en grec. Parce qu'il y a il y avait deux termes pour intelligence. Il y a l'intelligence, tu vois, plutôt Oui, oui, platonicien, et puis il y a c'est l'intelligence type Ulysse, le mec en toutes circonstances, qui est capable de se tirer son épingle du jeu. La métisse, voilà, c'est ça. la métisse, J'avais exactement. oublié, et ça, je l'avais appris dans le bouquin de Lénard, mais c'est bon, ça fait 10 ans maintenant, donc j'ai oublié. Et moi, j'ai appris en lisant l'Odyssée. Voilà. Bah, moi, j'ai shortcut, Pour la tu vois. prépa. Voilà. Et du coup, euh, Et du coup, ce que je veux dire, c'est que ces gens-là, la plupart des gens, et même des Français d'ailleurs, n'ont pas cette intelligence-là. La plupart des gens en général n'ont pas ce truc de se dire, ah, je vais me débrouiller, je vais regarder ce pays-là. Et comme tu disais, la plupart des gens se disent pas, ah, mais j'entends partout Suisse, il y a des vidéos avec des millions de vues sur la Suisse. Peut-être que c'est bouché, peut-être que non, les gens Non, ils disent sont pas ça. des lemmings puants qui méritent d'être gazés. D'ailleurs, ils méritent totalement leur situation. C'est pour ça que je me dis, d'un côté, la situation, elle est chiante en France. D'un côté, tu te dis quand tu regardes la gueule du mec moyen, tu dis bon, il y a quand même des opportunités peut-être parce que mais c'est pas mais toi-même, il faut que tu aies cette métisse-là, cette intelligence-là pour aller chercher arbitrer des opportunités ailleurs, même si y en a de moins en moins, hein. Même à l'étranger aujourd'hui, quand il se passe un truc à l'autre bout de la planète, qu'on apprend ah tiens les femmes sont faciles en Thaïlande, il y a tout le monde qui va en Thaïlande, tu vois. Et oui, Donc alors que ah c'est il y a des déjà Colombiennes bouché. à Medellín, là on va tous aller à Medellín, on y reviendra, mais les gens s'arrêtent au premier truc, quoi. C'est-à-dire, tu regardes la Colombie, je suis en Colombie, oh, je vais à la Medellín parce que j'ai vu qu'il y a des gros culs à Medellín, il y a des millions de vidéos avec des Américains à Medellín. Je me dis pas peut-être que c'est saturé, que les gens en ont marre des étrangers. Non, je vais aller Ouais, là. Et moi, je dis aux gens, tiens, si j'allais tester Bogota, non, parce que c'est nanani, j'ai nul. entendu. Mais je sais pas, va voir par toi-même, tu vois. Mais la plupart des gens Ouais, mais ils veulent pas. sont incapables de ça et n'ont pas cette intelligence. Donc, c'est un autre conseil aussi, c'est peut-être essayer les gars de développer un peu cet aspect-là. Malheureusement, je pense que c'est génétique, mais Ils restent sur voilà. les chemins déjà tracés. Et c'est ça le problème. Et c'est ça aussi, bah, j'en parlais pour la Pologne et pour la Thaïlande, que je connais bien parce que j'ai vécu dans ces deux pays récemment, enfin, sur ces 4 dernières années. Et je suis désolé, mais les gars, c'est vraiment bouché.
Et moi, on m'attaquait justement en me traitant de mytho, en essayant de me décrédibiliser, alors que ces gars, déjà, ils bougent pas de la France, donc ils peuvent pas savoir, ils n'ont pas le feedback que je peux avoir, l'expérience. Et en plus, comment tu peux te dire, en voyant, en étant bombardé sur tous les réseaux sociaux par rapport à ces pays, par rapport aux meufs, parce que ces pays, malheureusement, ils sont connus que pour leurs femmes, comment tu peux te dire que ça peut marcher? Ah non, oui, ça va marcher pour ceux qui ont déjà du succès de partout dans le monde. Mais pour les autres, bah non, je suis désolé, vous allez être entré en concurrence avec le monde entier. Parce que c'est pas qu'en France que vous êtes bombardé sur les réseaux sociaux, parce que les Oui, Français, finalement, sur tous les réseaux sociaux, ils copient les Américains, ils copient ce qui se fait à l'étranger, comme tout le monde. Et ensuite, c'est par exemple avec du les retard. Marocains, les Indiens qui copient ensuite par rapport aux Français ou aux Américains. Et tout le monde est au courant pour la Thaïlande, tout le monde Oui, est au même les courant pour le Indiens. Japon, pour la Pologne. Tu vas en Pologne, il y avait des Coréens du Sud qui font leur... ou même des Thaïs Pour leur qui faisaient hijama. leur tourisme sexuel là-bas parce qu'ils savaient qu'ils plaisaient aux femmes de là-bas. Oui. Pareil pour tu vas en Thaïlande, la plupart des gars que tu vas voir dans les rues, c'est des colosses américains ou australiens blonds aux yeux bleus, ultra musclés. Est-ce qu'un pauvre français à moitié narbonoïde peut faire concurrence quoi? Le français qu'on confond avec un Je suis arabe. désolé, mais les asiatiques et les latinos recherchent le stéréotype de l'homme européen, c'est-à-dire de l'arien ou du slave, donc vraiment très, très, très clair de peau. Sauf l'Argentine, je Euh, nuancerai là-dessus. Ou si vous êtes un peu typé, Parce qu'il y a plus de côté latin, qui est parce voilà. que plus de descendance italienne, c'est ça? Oui, et aussi, vu qu'ils sont déjà blancs, ils s'en battent un peu les couilles des Américains. Mais on va pas trop Oui, s'étaler aussi. là-dessus, mais, et aussi la culture socialiste. Mais ouais, tout ça pour dire que dans le monde actuel, et on peut peut-être finir là-dessus parce que je dois chercher ma meuf, mais dans le monde actuel, effectivement, après, je disais prépa, faut pas le faire, mais comparé à quoi? Parce que tout a décliné aussi, même en dehors de la prépa. Donc je dirais quand même, si vous avez rien d'autre à faire, faites pas peut-être un an de prépa, puis allez, après fac, Ouais. puis après un truc type Paris-Saclay, par exemple, ou ça peut être intéressant de le faire un an quand même, moi je pense que ça peut être cool. Mais dans le monde actuel, Pour de toute l'expérience, ouais. façon, la capacité à effectivement distinguer le vraisemblable de l'invraisemblable, ça veut dire qu'en plus avec l'IA aujourd'hui, donc on avait déjà des influenceurs qui disent de la merde partout. On voit des mecs comme l'observateur, qui est un homme moyennement intelligent qui donne son avis sur absolument tout. Ce qu'on a fait l'appelle l'effet Gell-Mann, c'est que quand il donne un truc sur son avis sur un sujet que je connais, je réalise qu'il est stupide. Oui. Sur d'autres sujets, je peux pas le juger immédiatement, mais du coup, effectivement, on peut en supposer que c'est la même chose. Quand quelqu'un donne Mm. son avis sur tout, c'est forcément c'est probablement que il est moyen sur tout. La capacité à se dire, pas être un expert, mais au moins dire, est-ce que c'est vraisemblable? Est-ce que tout le monde va dans cette direction-là? Peut-être que en fait, l'esprit critique, c'est le seul conseil que je peux donner, c'est d'avoir un peu d'esprit critique et de se dire, est-ce que la voie que vous faites et que tout le monde fait autour de vous, est-ce que c'est la bonne voie? Essayez de parler à des gens autour de vous, essayez de trouver des niches. Mais les gens qui regardent cette vidéo en général, c'est très bien qu'ils posent la question, qu'est-ce que je dois faire? Ils veulent que tu lui donnes le café et la pipe, le beurre, l'argent du beurre et la Sans beurette, payer. sans payer en plus. Et ces gens-là, vous êtes foutus. Donc allez, voilà, j'ai pas de conseils à vous donner. Je vous méprise d'ailleurs. Voilà, j'ai rien à dire de plus, mais je vais devoir couper Ouais. dans pas longtemps parce que je dois aller descendre ouvrir. Ok, pas de T'as un mot de souci. la fin? Bon, bah, mot de la fin. Soyez non conformistes, soyez libres, pensez librement, n'ayez pas peur de partir en couille, de toute façon. Est-ce que dire soyez non conformiste, ce serait pas dire soit une feuille, un caillou, ou soit un renard, un chimpanzé, ou soit un chimpanzé, un renard? Est-ce que c'est Ouais, possible de se à transformer, chacun. tu sais, il y a des gens qui sont des agents et il y a des gens qui sont des moteurs premiers, tu sais, comme dans les Grecs, les principes premiers et qui avancent. Est-ce que si toi-même t'es déjà juste un caillou, tu peux te démarrer à devenir animé en tant que principe premier, Non, je pense pas, je moteur pense que premier? c'est T'es inné. foutu. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se réveiller après, on sait pas, mais moi Oh, j'y crois je pas. pense que déjà notre vidéo est destinée et visionnée que par des gens qui sont déjà plutôt neuroatypiques et qui ont cette capacité en eux d'être un peu libres, D'ailleurs, on remarque que dès que un tu peu critiques le système prépa, les autres électron neurotypiques libre. vont t'insulter, première réaction, et Oui, bien sûr. ils vont te descendre, et Parce ils que vont ça se foutre remettra en peut-être question toute leur vie. oui, voilà, ils ont horreur de ça. Et d'ailleurs, quand j'étais en prépa, effectivement, et que j'essayais de tenter des trucs alternatifs, comme je lançais ma boîte en informatique, il y avait des gens qui se foutaient de ma Ouais. gueule. Il y avait un mec qui se foutait Bah de ma oui. gueule, je me souviens, qui est chauve maintenant, et qui du coup, parce que j'essayais de lancer mon application, et il disait, oh, mais tu te prends pour Zuckerberg, et au final, j'ai bossé aux US et je gagnais 3 fois son salaire, alors que je suis un bougnoul puant, et le mec est fils de, je sais pas, classe moyenne, enfin, chef comptable de son propre cabinet, et Hmm. chauve, et peut-être cuck, d'ailleurs, probablement, aujourd'hui.
Mais ce mec-là, effectivement, son premier mécanisme de défense, que je veux dire, ça va être d'attaquer parce que effectivement, il se dit ah putain, ce mec-là, il tente autre chose, je vais un peu. Mais il était pas méchant, enfin, il disait pas, enfin méchant. C'était pas en mode insulte, mais c'était plus sardonique, en mode tu te prends pour Zuckerberg, tu sais, les trucs un peu de bêta mal, en mode il peut pas t'insulter parce que je mets une claque. Il est toujours à la Ouais. limite de l'insolence. Et du coup, voilà, il y a des gens là comme ça. Donc, peut-être conseil que je peux donner aux gens qui sont un peu atypiques et qui tentent le truc, c'est la différence entre aujourd'hui et il y a 15 ans quand même, c'est que moi, quand j'étais plus jeune, il n'y avait pas les Discord. Enfin, c'était pas autant déployé et tu pouvais pas te grouper. Il n'y avait pas cette espèce de communauté de mecs qui se Qui radicalisaient entre partagent leur eux, mais expérience radicalisés dans et le bon qui sens. discutent entre eux. Voilà. Ouais. Parce que, non, mais il y avait les vidéos YouTube, mais il n'y avait pas le groupe Discord ensuite pour, c'est tous les jours, parce qu'au final, c'est le truc qui permet de, entre Analyser. guillemets, radicaliser pour passer à l'action, pour pas écouter les gens, pour, mais si t'es solo, c'est pas possible. C'est Mhm. complexe.